Voilà, j'essaye en tout cas de parler le plus fort possible. Alors, je vais commencer d'abord par, j'espère que vous et vos proches, vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous organisons la première séance d'information au Parlement francophone bruxellois en visioconférence, pardon. Mais avant de commencer cette séance, je souhaiterais adresser mes remerciements d'abord au service du Parlement francophone bruxellois qui nous permettent de continuer nos travaux malgré le confinement. Je souhaite également exprimer ma profonde gratitude pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui œuvrent chaque jour pour que notre pays puisse continuer à fonctionner. Je pense tout particulièrement évidemment au personnel soignant qui est en première ligne dans nos hôpitaux, mais aussi dans nos maisons de repos et dans le cadre des soins apportés à domicile. Je pense également à tous les services d'accompagnement des personnes porteuses de handicap, au personnel d'accueil de la petite enfance, le personnel du secteur ambulatoire, qui est très important au niveau de la COCOF, que ce soit les services de santé mentale, les services toxicaux et tous les autres que je ne citerai pas ici, mais aussi à toutes les personnes qui exercent des métiers peu visibles dans ces structures et qui sont primordiaux. Les services administratifs, les services de nettoyage, le personnel de restauration collective, les services de transport et de logistique, tous constituent un maillon précieux de cette chaîne. Alors ici, j'ai concentré mes remerciements sur le personnel, mais qui est en lien avec les compétences de la COCOF. Il y a évidemment tous les autres citoyens et citoyennes qui se mobilisent pour que notre société puisse continuer à fonctionner, comme les travailleurs de l'ABP, les travailleurs dans les supermarchés, et j'en passe, et je m'excuse pour tous ceux que je n'ai pas cités, mais qui sont vraiment très importants. Et donc, j'espère que notre Assemblée se montrera à la hauteur des sacrifices courus par eux et que nos remerciements envers ces citoyens et ces citoyennes se traduiront demain en de meilleures conditions de travail et en une revalorisation de leur statut professionnel. Et donc vraiment, je les remercie tous et je sais que tous les groupes ici partagent les remerciements et la gratitude que je viens d'exprimer. Alors, cette séance d'information va s'articuler d'abord par un moment de présentation du gouvernement, donc du collège. Chaque ministre aura 10 minutes pour faire une présentation un petit peu de la situation. Passera après la réaction et les questions des groupes. C'est pour rappel 5 minutes par groupe, 2 minutes pour les indépendants, les parlementaires indépendants. Puis alors il y aura une réponse de la part du collège en tout pendant 20 minutes. Et puis il y aura encore une possibilité de faire une réplique des groupes de 2 minutes par groupe ou par parlementaire indépendant. Alors la situation est un peu particulière parce que M. Marron et M. Vervoort doivent nous quitter plus tôt que prévu puisqu'il y a un Codeco à 15 heures. Donc je vais commencer par passer la parole à M. Marron et à M. Vervoort, donc chacun en 10 minutes. Et puis alors aux autres membres du collège. Voilà. Et ensuite, à la suite de ça, on pourra passer alors aux différents groupes. Juste pour signaler que pour pas que je vous coupe, ce qui n'est pas toujours très agréable pendant que vous parlez, mais que vous sachiez que vous n'avez plus qu'une minute avant la fin du temps de parole, je vous propose de vous le signaler par ceci. Attendez, voilà. Voilà. Je ne vous coupe pas. Mais vous savez que quand vous entendez ça, vous n'avez plus qu'une minute de temps de parole. Voilà. Eh bien, c'est pour vous tous. Donc, j'essaie de faire au maximum. J'ai plusieurs écrans pour pouvoir assurer cette séance, les minutes. L'écran que vous voyez là, plus je vois vos messages par écrit. Donc, j'essaie de faire au mieux. Et je passe alors la parole à peut-être M. Marron, M. Vervoort, c'est comme vous le souhaitez. Je ne vois plus M. Marron, mais peut-être… Je suis là, je suis là. Je pense que c'est le mieux pour 10 minutes. D'accord. Vous m'entendez? Très bien. Magnifique. Je dois retourner dans des notes, je suis désolé. Donc, ouvrir un document. Je vais être relativement court, en fait, ici en COCOF. On a fait le point déjà en COCOM il y a 2 jours
sur l'ensemble des mesures qui ont été prises et on a déjà répondu, je pense, pas mal aux interrogations des uns et des autres. Je voudrais dire d'abord que par rapport aux maisons de repos, je ne vais pas l'évoquer ici, dans la mesure où il n'y a plus de maisons de repos en COCOF, elles ont basculé en COCOM, et donc le point sur les maisons de repos a été fait en COCOM, et le cas échéant pourra être refait à l'occasion. On reste évidemment disponible pour le Parlement par rapport à cette question-là dans les semaines qui viennent. Alors, spécifiquement en COCOF, vous le savez qu'on essaye d'intégrer au maximum les choses sur les politiques sociales santé entre le niveau régional, le niveau COCOM et le niveau COCOF, et même le niveau de la VFIC. Donc, je vais essayer de m'attarder sur quelques points spécifiques COCOF. Évidemment, Rudy, Vervoort, Barbara Tract reviendront sur des points complémentaires. Sur la COCOF, vous avez vu que il y a eu la mise en place d'un numéro vert urgence sociale, qui est un numéro de téléphone bilingue, mais clairement qui a été piloté au départ grâce à l'aide de la COCOF et l'administration de la COCOF. Et donc l'idée, c'est de mettre en contact des professionnels du secteur de la santé et du social qui sont volontaires pour le faire avec du grand public. Ce projet a été piloté par mon cabinet, mais avec l'appui de la Fédération des services sociaux, bien entendu donc de l'administration de la COCOF, mais dans le cadre d'un partenariat aussi avec la COCOM, Iriscare et la VGC. C'est un numéro de téléphone qui a pour but de rediriger les personnes qui sont en détresse sociale vers des services adaptés à leurs besoins. Il y a 5 assistants sociaux, assistantes sociales qui répondent et qui disposent d'une base de données mise à jour au niveau de l'activité et l'inactivité des services. C'était ça un point important quand ce numéro de téléphone a été lancé, je pense qu'il y a bien 2 semaines maintenant. À ce moment-là, on ne savait pas très bien quels étaient les services qui continuaient à fonctionner, puis ceux qui étaient arrêtés, ceux qui fonctionnaient par téléphone, etc. Et donc, au niveau de ce numéro d'urgence sociale, un cadastrage régulier est fait de tous les services qui sont ouverts et vers lesquels on peut renvoyer donc les personnes en sachant qu'il y aura bien quelqu'un pour leur répondre de l'autre côté, soit par téléphone, soit à l'occasion d'une visite. La COCOF a aussi participé à la mise en place du site internet coronavirus.brussels. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait un site internet spécifique? C'est pas pour rajouter de la complexité à la complexité, puisqu'effectivement il y a déjà un site fédéral, le site Info Coronavirus, que vous connaissez, qui rassemble déjà beaucoup d'informations, mais il nous semblait important d'avoir les informations spécifiques sur Bruxelles rassemblées quelque part, notamment toutes les circulaires aux différents secteurs, les circulaires qui ont été envoyées par les administrations et les différentes administrations régionales vers les institutions, par exemple, ou simplement les informations qui sont tout à fait spécifiques à Bruxelles. Ça, en tout cas, ce sont des points qui sont importants. Sachez aussi que dans le cadre des dispositifs d'aide aux sans-abri, donc comme je l'ai dit, en COCOM, il y a des hôtels, etc., qui sont progressivement ouverts. La COCOF a contribué aussi à la création de 50 places dans un hôtel avec un accompagnement psychosocial, voilà, pour des publics spécifiques. Il y a aussi eu, grâce au secteur de la santé mentale et avec l'appui de la COCOF et du cabinet, la mise en place d'une permanence téléphonique spécifique pour le secteur de la santé mentale, qui est gérée par les travailleurs des services de santé mentale en soirée et en week-end, et qui vient compléter l'offre d'appui et d'écoute déjà présente en semaine. Voilà, c'est une ligne qui est ouverte aux professionnels qui peuvent mobiliser cette ligne pour avoir eux-mêmes des informations complémentaires par rapport à un certain nombre de situations qu'ils rencontrent, mais elle est aussi ouverte pour le grand public. Il y a aussi pour le secteur toxicomanie et assuétude une ligne d'appui assuétude qui a été ouverte et qui là s'adresse spécifiquement aux professionnels, médecins, infirmiers, professionnels de la santé de première ligne, dont les nouveaux lieux d'hébergement, de confinement, les hubs, etc., mis en place, tout simplement parce que le public ultra précaire souffre parfois de problèmes de toxicomanie et d'assuétude. En tout cas, le taux de prévalence de la toxicomanie ou des assuétudes est élevé dans ce public ultra précaire. Et évidemment, on ouvre des nouveaux lieux
vous l'avez entendu en COCOM, et donc on continue aussi à ouvrir de nouveaux lieux, et un certain nombre de professionnels qui sont mobilisés dans ces lieux sont confrontés à des publics avec lesquels ils n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler ou rencontrent des problématiques qu'ils ne connaissent pas nécessairement, et donc grâce à l'aide du secteur toxicomanie, ce numéro de téléphone a été mis en place. Je pense que c'est l'essentiel de ce que je pouvais vous dire, qui est tout à fait spécifique à la COCOF. Pour le reste, je vous renvoie au débat qui a eu lieu en COCOM il y a 2 jours. Très bien, Monsieur Marron. Est-ce que Monsieur Vervoort, du coup, peut poursuivre? Mais bien sûr, avec plaisir, Madame la Présidente. Voilà, donc comme vous pouvez, je peux y aller là? Donc, comme vous pouvez vous en douter, donc, la plupart des compétences dont j'ai la charge sont directement impactées par la crise sanitaire. Elles ont nécessité et nécessiteront encore des mesures adéquates et urgentes. Mais bien évidemment, on est dans une situation où nous ne maîtrisons pas tous les paramètres, notamment au niveau de la livraison du matériel. Ben ça, vous le savez, c'était déjà longuement discuté avant-hier. Alors, au-delà des mesures globales prises dans le cadre des pouvoirs spéciaux qui visaient d'une part à garantir les subventions et d'autre part à neutraliser les impacts corona dans toute la mesure du possible pour les secteurs du non-marchand, il y a bien sûr toute une série de mesures spécifiques propres à chaque secteur. Alors, en ce qui concerne la politique des personnes handicapées, la vigilance s'impose, le confinement et la distanciation sociale, comme vous le savez, ils sont particulièrement difficiles à faire respecter, tant pour les personnes que pour leurs familles. Et donc, le travail des associations et des centres est difficile car le matériel de protection, comme je l'ai dit, n'est pas encore disponible à hauteur de ce qu'il devrait être. La priorité étant, vous le savez aussi, le personnel soignant, les patients ou les résidents dans les hôpitaux et les maisons de repos. Néanmoins, il y a eu 4 livraisons de masques chirurgicaux à tous les centres d'hébergement, soit 50 masques par centre le 23 mars, 200 masques par centre le 27 mars, 200 masques le 1er avril et une fois 400 masques pour les ASBL, la clé et les pilotis. Ce 8 avril, une nouvelle livraison a été effectuée dans 5 centres où il y a eu des cas de Covid-19 ou des suspicions de cas, à savoir 200 masques chirurgicaux et 25 masques KPN95 pour Amadeu et Caillou, 50 masques KPN95, qui est donc l'équivalent des FFP2, pour les pilotis et le Faraméridien ainsi que la clé. Et donc, à ce jour, au total, ont pu être distribués via la Task Force Iriscare 34 000 masques chirurgicaux pour les institutions accueillant des personnes handicapées, 3 100 masques chirurgicaux pour les habitats accompagnés, 4 150 masques chirurgicaux pour les initiatives d'habitation protégées et 1 650 masques chirurgicaux pour les ETA. Avec mon collègue Alain Marron, nous travaillons également à la mise à disposition de masques en tissu pour les activités du quotidien dans les centres de jour. Je l'ai dit, confinement et distanciation sociale demeurent donc aujourd'hui la règle. On le sait, elle est difficile à faire respecter dans l'absolu. Néanmoins, je pense que c'était aussi une demande forte du secteur. On a obtenu que les personnes porteuses d'un handicap et leurs accompagnants puissent se déplacer en voiture en vue de s'aérer. On sait combien pour un certain nombre de pathologies, c'est vraiment fondamental de pouvoir sortir de cette forme d'enfermement qui nous est imposée, et que le fait d'aller dans des lieux où il y a une grande concentration de public n'est pas nécessairement la réponse adaptée. Donc, il faut pouvoir à certains moments prendre son véhicule. Et donc, ça a été admis en Conseil national de sécurité. Dans le cadre du Fonds de solidarité Covid-19, 6 379 000 € ont été estimés pour couvrir les besoins du secteur handicap COCOF, que ce soit pour les centres de jour et d'hébergement, les services d'accompagnement ou les entreprises de travail adapté. Une attention particulière est accordée à l'information des fédérations, des associations et des familles. Plusieurs canaux sont mis en place, communication aux fédérations, aux associations, circulaires et fac sur le site internet de Phare, édition spéciale de Phare Eco. Les informations sont mises à jour et des versions en Phare faciles à lire et à comprendre. Les vidéos sont disponibles également. Et si l'espace d'accueil du service Phare rue des Palais est fermé jusqu'à nouvel ordre, les équipes continuent néanmoins de répondre aux demandes individuelles par téléphone ou par mail. Pour ce qui est des entreprises de travail adapté, la plupart restent ouvertes, mais en activité limitée. Près de 200 travailleurs sont toujours actifs dans les ETA et les travailleurs qui ne sont plus en activité ont pu bénéficier du chômage temporaire au cas de force majeure.
Des craintes légitimes ont été exprimées par les syndicats dans la foulée de l'arrêté ministériel du 3 avril 2020 qui reprenait les ETA parmi les entreprises essentielles. Après, avis de grève nationale avait été déposé, mais depuis, les choses ont été clarifiées et un erratum est en voie d'être officialisé. La priorité partagée par l'ensemble du secteur, en ce compris la FEDRAP, reste bien la santé des travailleurs et le respect des règles de distanciation sociale. Globalement, au vu de la situation sanitaire, la décision a été prise de demander à nos structures de poursuivre leur mission le plus adéquatement possible, tout en tentant de limiter leurs activités aux activités essentielles. Les familles ont donc dû faire un choix difficile entre le confinement en centre ou d'un confinement à la maison. Les structures d'accueil de jour ainsi que les services d'accompagnement ont revu leur organisation complètement pour travailler par téléphone au maximum et de manière beaucoup plus individualisée. Au 8 avril 2020, les dernières données dont je dispose, la plupart des centres de jour pour adultes et pour enfants pratiquent encore l'accueil physique, mais avec des taux d'occupation nettement réduits de 30% à moins de 10%. Certains centres sont fermés, mais assurent néanmoins un suivi à distance. Tous les centres d'hébergement pour adultes continuent d'assurer l'accueil physique avec un taux d'occupation moyen de 70%, de même que les centres d'hébergement pour enfants, à l'exception d'un qui pratique le suivi à distance. Les centres sont évidemment très attentifs aux mesures de distanciation sociale. Alors, qu'en est-il des cas de Covid? 5 centres d'hébergement connaissent ou ont connu des cas avérés ou suspects, soit parmi les membres du personnel, soit parmi les résidents. 2 diagnostics Covid avérés et plusieurs cas suspects, notamment parmi des membres du personnel qui ont été écartés. 2 résidents hospitalisés pendant une semaine sont aujourd'hui de retour au centre, tandis que 2 autres sont toujours hospitalisés dans un état stable. Malheureusement, on a dû déplorer le décès d'un éducateur. Et enfin, il y a de plus en plus, évidemment, d'absences parmi les membres du personnel, ce qui rend la situation de plus en plus tendue dans certains centres. Enfin, nous sommes en train d'envisager avec Intermed, qui dispose d'une infrastructure adaptée et du personnel adéquat, la mise sur pied d'un centre d'hébergement d'urgence, l'objectif étant d'accueillir des adultes en situation de grande dépendance, confinés à domicile et dont la famille éprouve de plus en plus de grandes difficultés. L'hébergement d'urgence se ferait par vague de 4 personnes toutes les 2 semaines. Mais nous devons tout d'abord nous assurer évidemment que toutes les personnes qui pourront prétendre à cet accueil pourront être dépistées au préalable et que le personnel et les hébergés disposeront de tout le matériel de protection nécessaire, ce qui est indispensable. Pour l'heure, les mesures de non-propagation du virus doivent continuer à primer. Et donc, nous espérons recevoir bientôt les 35 tests nécessaires qui permettraient l'ouverture de ce centre d'urgence. Une situation tendue et je comprends l'inquiétude des familles, mais la situation, nous la suivons de près avec les agents du service phare et de l'inspection de la COCOF qui, aux côtés des associations avec les familles, restent sur le pont. Pour le transport scolaire des enfants dans l'enseignement spécialisé, et lors que les écoles de l'enseignement spécialisé restent ouvertes, tous les efforts sont mobilisés pour maintenir en place le service du transport scolaire, en ce compris pour les garderies de vacances. Néanmoins, face à la baisse de régime dans les écoles, le transport a été ralenti, ça vous pouvez vous en douter. Les accompagnateurs, comme les autres agents de la COCOF, recevront leur traitement calculé sur la moyenne des mois précédents et les accompagnateurs qui continuent à effectuer des trajets ont quant à eux été fournis en masque. Le secteur du transport scolaire assuré par les transporteurs indépendants risquait lui aussi d'être lourdement impacté. En effet, pour 80% d'entre eux, le ramassage scolaire est la seule activité et donc nous avons prévu une indemnisation exceptionnelle des sociétés de car qui assurent le transport scolaire des enfants, l'enseignement spécialisé, afin de limiter les pertes financières liées à la suspension des activités durant les mois de mars et avril. Cette indemnité exceptionnelle fera l'objet d'une AB spécifique provisionnée d'un montant de 856 000 €, correspondant à 80% du budget prévu pour les mois de mars et d'avril. Elle sera libérée pour couvrir, comme je l'ai dit, ces dépenses, autant qu'elles soient réellement justifiées. Alors, pour le secteur de la petite enfance, l'octroi des subsides facultatifs reste d'application, le but étant de continuer à soutenir les politiques d'accueil de l'enfance menées à Bruxelles par la COCOF et le secteur associatif. En parallèle, pour faciliter la vie des organisations, des modalités plus souples seront mises en place avec les administrations pour le dépôt des pièces justificatives, procédures d'inspection, etc. Alors, au niveau de l'enseignement, on suit, ça va de soi, les instructions et recommandations données par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, il n'y a pas de cours en présentiel depuis le 16 mars 2020. Dans l'enseignement obligatoire, à ce stade, la recommandation de la Fédération est de ne pas prévoir de nouvelles matières, mais éventuellement des activités de renforcement. L'autorisation de report de non, vous le savez, les cours, tout ça fera partie, j'imagine, des discussions que nous aurons
en Conseil national de sécurité la semaine prochaine. Et en promotion sociale, les cours théoriques sont donnés à 100% via des supports en ligne, ce qui ne veut pas dire que tous les étudiants y ont accès, car il demeure des difficultés inhérentes aux conditions de vie des étudiants. On en est bien conscient et donc il faut là aussi avoir cela à l'esprit pour pouvoir terminer cette année dans les meilleures conditions ou les moins mauvaises conditions possibles pour certains de nos élèves. Alors, à Haute École Lucien de Brouckère, la plupart des cours sont donnés en ligne. Comme en promotion sociale, évidemment, comme je l'ai dit, ça n'est pas une garantie absolue pour tous les étudiants. Et une démarche proactive a néanmoins été menée par le service social auprès des étudiants bénéficiant d'une aide sociale afin de mettre rapidement à leur disposition le matériel indispensable à la poursuite de leur cursus, le cas échéant. La question de l'organisation de la fin d'année scolaire et des examens sera traitée lors du conseil d'administration du 21 avril, compte tenu des décisions qui seront prises entre-temps, comme je l'ai dit, par le CNS. Les cours physiques sont suspendus au profit d'un maximum de cours théoriques. Les étudiants ont néanmoins reçu des travaux afin de garder leurs conditions physiques, avec près de matériel de préparation physique qu'ils peuvent emporter chez eux. Les professeurs restent en contact avec leurs étudiants. Pour ce qui est des stages, ils sont pour la plupart suspendus, que ce soit dans l'enseignement qualifiant ou à la haute école. À noter que nombre de stages, notamment à la haute école, ont eu lieu au cours du premier semestre et que seule la filière pharmacie de l'enseignement secondaire qualifiant est concernée par un stage réglementaire. Pour le secteur culturel, les subsides facultatifs ou d'initiatives déjà accordés en cours d'octroi sont maintenus avec les principes suivants. Soit les événements sont reportés au plus tard en 2020, les éventuels surcoûts ne pourraient être pris en compte qu'au cas par cas et une nouvelle demande de subside, soit les événements sont annulés et le subside pourra couvrir toutes les dépenses non annulables, et ce dans le respect des règles de justification des subsides. Pour les subsides des tournées à Révis et des spectacles, à l'école, que les prestations aient été annulées ou reportées, j'ai rassuré les secteurs concernés, l'intervention de la COCOF sera entièrement versée. La Fédération Wallonie-Bruxelles nous a assuré qu'il en ira de même pour sa part. Par ailleurs, dans le cadre du Fonds de solidarité de l'accord non marchand, nous avons quantifié un manque à gagner potentiel des opérateurs culturels subventionnés par la COCOF au niveau des recettes potentiellement perdues sur 3 mois à un peu moins de 600 000 €. La COCOF a prévu un fonds de compensation global pour les opérateurs dépendants de ces subventions avec une marge de sécurité de 20%. Soit un montant global de 784 000 €. Les modalités de répartition de ce fonds doivent encore être définies sur base d'une meilleure objectivation des pertes des recettes, en cours à ce stade via un formulaire que nous avons envoyé à l'ensemble des opérateurs. Je vous informe également que nous avons reporté les délais de l'appel à projet culture à de la classe et que pour les candidatures au label d'utilité publique, le jury acceptera les captations vidéo des spectacles. Je vous informe aussi que les bibliothèques subventionnées par la COCOF sont encouragées à organiser un service de point de retrait près de livres. L'information quant à l'ouverture de bibliothèques n'avait pas clairement circulé. Et avec mon collègue Pascal Smet, nous en avons clarifié la chose par courrier. Je vous rappelle que le cœur de la compétence culturelle est à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a dédié un fonds de plus de 8 millions d'euros pour la culture. J'ai pris contact avec ma collègue Dinard afin de pouvoir mieux travailler ensemble pour que le secteur culturel bruxellois puisse se redresser et que les travailleurs de ce secteur ne souffrent pas trop de cette situation. Enfin, pour le tourisme social et les auberges de jeunesse, je rappelle que l'intervention de la COCOF envers ce secteur n'est que dans l'infrastructure, mais néanmoins, je tiens à vous informer que ces dernières sont évidemment éligibles pour la prime Covid-19 mise en place par le gouvernement régional. Voilà, Madame la Présidente, ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Merci pour votre bonne attention. Merci beaucoup. Je m'entends. On va avec Maëlle. Peut-être bien couper parce que c'est un peu compliqué. Merci. Donc, on va poursuivre avec Madame Tract. Donc, j'essaye plus ou moins de faire 10 minutes chacun. Vous avez entendu le petit son, mais je pense que c'était important que vous puissiez terminer, Monsieur Vervoort, et comme Monsieur Marron avait de toute façon pas pris ces 10 minutes, je pense que c'était mieux comme ça. Voilà, Madame Tract, je vous passe la parole. Que vous m'entendez? Oui, super. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien et que ceux et celles d'entre vous, parmi vos proches qui auraient été touchés par la maladie, vont bientôt guérir. Je leur souhaite à toutes et à tous un bon rétablissement. Je voudrais vous dire, c'est évidemment un peu curieux d'intervenir après mes collègues, mais vous dire au nom du collège que bien sûr, la COCOF, ses administrations et ses secteurs sont, de manière générale, des secteurs qui sont en première ligne pour
l'autonomie, l'émancipation et pour la dignité de ces bénéficiaires, des Bruxelloises et des Bruxellois. Et bien sûr que ces services et ces secteurs restent dans ces circonstances en première ligne auprès de ces bénéficiaires. Je voudrais quand même saluer le travail de l'administration, de l'ensemble des secteurs qui, tous les jours, se lèvent et continuent d'être en contact avec ces bénéficiaires et ces hommes et ces femmes qui sont les bénéficiaires des politiques de la COCOF, en particulier, ça vaut pour tous les secteurs, mais en particulier, bien sûr, dans les secteurs qui viennent d'être soulignés par mes collègues, dans les secteurs de la santé, du social ou du handicap. Donc ces secteurs restent en première ligne et sont même amplifiés, ces services sont amplifiés pour aider les bénéficiaires à faire face à l'épidémie. Alors en ce qui concerne donc de manière générale la COCOF et notamment la fonction publique, vous avez reçu des notes assez complètes, mais je vous confirme que l'administration et les cabinets ont bien sûr adapté leur fonctionnement à l'épidémie pour protéger les agents et pour assurer bien sûr la continuité du service public et notamment de ce service essentiel de première ligne, en faisant un maximum là où c'est possible de télétravail, en mettant en place des unités spécifiques pour gérer la crise. Les fonctionnaires, dirigeants, conseils de direction sont impliqués dans tous les groupes de coordination, aussi en lien avec la région et la COCOM pour qu'il y ait une cohérence dans les politiques de fonction publique et pour faire face à la crise de manière cohérente entre la COCOF, la COCOM, Risquer et la région. L'administration est aussi en contact étroit avec les secteurs pour répondre à leurs questions, pour leur indiquer quelles sont les mesures à prendre pour protéger leurs travailleurs et pour protéger aussi bien sûr les bénéficiaires. Et donc, ils coordonnent et redirigent vers les secteurs les besoins en termes d'hygiène et de distribution de matériel sanitaire. À nouveau, les règles de distribution de matériel sanitaire, je ne vais pas les développer ici puisqu'elles ont été largement développées il y a 2 jours en séance plénière de la COCOM et de la région bruxelloise. Les administrations font aussi partie intégrante d'une task force interadministration avec donc la COCOF, Iriscare et la COCOM, de nouveau pour coordonner et être cohérent dans la réponse donnée à la crise. Il y a notamment une série de circulaires qui ont été adoptées conjointement en matière d'hygiène, en matière de règles d'administration et de procédures, et notamment aussi, bien sûr, pour la distribution du matériel sanitaire. Alors, concernant les mesures financières, vous avez aussi reçu la note qui est passée dans les 3 gouvernements, hein, donc, même les 4, puisqu'elle est conjointe à la région bruxelloise, la COCOM, la COCOF et la VGC, pour soutenir donc le secteur du non-marchand et leur permettre à ce secteur de faire face à la crise avec la création d'un fonds de 30 millions d'euros. Donc, vous avez la note complète. Elle est plus complète que ce que je pourrais vous dire ici dans le cadre de 10 minutes, mais je vous rappelle que ces mesures concernent tous les secteurs du social et de la santé mentale, les services sociaux, les assuétudes, les centres de planning, les maisons médicales, médiation d'aide, services d'aide et soins à domicile, soins palliatifs, maisons de repos et de soins, maisons de repos, handicap, promotion de la santé, sans-abri, migrants. Je les cite tous, bien qu'un certain nombre de ces secteurs, comme vous le savez, c'est une note conjointe aux différentes entités, ne concerne pas à proprement dit les compétences de la COCOF. À travers cette note et à travers les mesures qu'il y a dans cette note, les gouvernements se sont donc engagés conjointement à maintenir les subventions facultatives, à immuniser la période de crise pour le calcul des subsides récurrents, à créer des dotations spéciales Covid-19 pour 30 millions d'euros dans les différentes entités. Vous avez le détail dans la note de la ventilation de ces 30 millions d'euros et vous pouvez ainsi identifier pour les secteurs de la COCOF quels sont les budgets qui sont attribués aux politiques de la COCOF. Donc, je vous renvoie à cette note pour le détail. Une intervention complémentaire pour compenser les surcoûts générés par le maintien ou l'aménagement de l'activité en lien avec la pandémie, par exemple pour l'achat de matériel complémentaire de désinfection ou des prestations complémentaires dans ce cadre-là, pour des prestations exceptionnelles, ou pour des adaptations des conditions de travail. Une intervention pour compenser les pertes de recettes et on a prévu également une marge de 20% puisque vous savez la situation est très incertaine.
nous avons procédé, suite à cette décision conjointe des différents gouvernements, à un ajustement budgétaire au niveau de la COCOF pour avoir simplement des allocations de base, pour recevoir ces nouvelles dotations et les affecter aux différentes politiques. En plus de cela, en ce qui concerne plus les secteurs, je voudrais souligner 2 plateformes d'aide et de soutien solidaire. La plateforme Give a Day, Impact Days, donc qui permet de mettre en contact les volontaires bénévoles et les personnes dans le besoin. C'est une initiative commune de la COCOF et de la VGC. Et le numéro vert d'urgence sociale dont Alain Marron vous a parlé il y a un instant. La mise en place, Alain Marron en a parlé également du site internet coronavirus.brussels. Je voudrais souligner sur ce site la boîte à outils qui permet de s'adresser et de donner à des publics plus fragiles des informations générales sur comment faire pour se protéger par rapport à la maladie. Je vous invite vraiment à aller visiter et à diffuser les outils qui se trouvent dans cette boîte à outils. Ce sont aussi des outils qui sont traduits dans 18 langues et qui peuvent être utilisés notamment sur les réseaux sociaux. En plus de cela, la COCOF continue de participer bien sûr à la task force sur les violences intrafamiliales et conjugales, et c'est ce travail qui a effectivement mené à l'ouverture de places dans un hôtel. Vous l'avez certainement suivi, il y a encore aujourd'hui des témoignages de femmes qui sont accueillies dans cet hôtel dans la presse. Je voudrais aussi signaler pour le secteur, concerne des compétences de promotion de la santé, le secteur des plannings familiaux qui maintient les IVG et la contraception d'urgence. C'est évidemment tout à fait nécessaire, mais je voudrais quand même souligner leur travail et souligner que ce travail se poursuit. Et bien sûr, nous faisons en sorte au maximum, vous connaissez les difficultés qu'il y a par rapport au matériel, de leur fournir le matériel nécessaire de protection pour poursuivre ce travail. Dernier point, nous avons aussi créé des spots radio et TV en collaboration avec la Wallonie et avec la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont été diffusés sur les chaînes de télévision et de radio publiques et privées avec la diffusion d'un message prophylactique toutes les heures qui étaient donc accessibles au grand public. Voilà pour ce qui concerne à la fois les mesures générales de fonction publique ou budgétaires et quelques mesures de promotion de la santé qui complètent bien sûr, mais vous le savez, on vous a dit à plusieurs reprises qu'on a un cabinet conjoint, Alain Marron et moi, et donc qui complète l'ensemble des mesures qui ont été adoptées en matière de santé et de social et qui concernent à la fois la COCOF et la COCOM. Voici pour moi, je répondrai bien sûr tout à l'heure à vos questions complémentaires. Voilà. Merci beaucoup, Madame Trek. Qu'on m'entend bien, j'espère. En tout cas, parlez bien fort parce que j'ai eu des messages disant que ce n'était pas toujours très audible. Je vais passer maintenant la parole à Madame Benamou. Madame Benamou. Voilà, je vous passe la parole. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Parfait. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien ainsi que vos proches. En ce qui me concerne, je vais vous parler d'un secteur peut-être un peu moins visible ces derniers temps, mais tellement essentiel, celle qui maintient le lien social et qu'il ne faut pas oublier, c'est celui de la cohésion sociale. Alors, ce sont des bénévoles, des employés et des associations qui viennent en aide aux personnes isolées pour combattre le sentiment de solitude que beaucoup peuvent ressentir durant cette période. Et toutes ces personnes peuvent se retourner auprès de ces 250 associations bruxelloises. Je suis fière de voir que malgré cette période très particulière, de nombreux acteurs se mobilisent et s'engagent pour maintenir le lien avec leur public et pour combattre ce sentiment d'isolement. Ces associations, bien, elles se sont adaptées et profitent notamment des réseaux sociaux pour garder le contact. Il y a plusieurs initiatives déjà lancées notamment et quelques exemples que j'aimerais vous faire partager. Il y a le CETIS, le service de traduction et d'interprétariat en milieu social bruxellois, qui donne des informations essentielles sur le Covid et les mesures de confinement dans plus de 13 langues, comme l'arabe, l'ourdou, le turc ou encore le somali.
Alors, vous vous doutez bien que quand on ne parle pas couramment le français ni le néerlandais, il peut être difficile de savoir comment se protéger du virus. Ils ont par ailleurs maintenu leur précieuse offre de services d'interprétariat social en travaillant en vidéo ou par téléphone. Il y a aussi la Scientothèque qui organise des ateliers scolaires et extrascolaires à proposer des stages en ligne durant les congés pour les enfants de 6 à 13 ans. Il y a aussi l'association de parents pour l'orientation et la médiation à Saint-Antoine. Cette association de soutien scolaire a contacté toutes les familles qui sont inscrites au sein de sa structure pour leur proposer un accompagnement et un soutien scolaire personnalisé en fonction des besoins de chaque famille. Il y a aussi Singa qui a pour ambition de mettre en relation des citoyens avec des réfugiés afin de créer du réseau, de la convivialité, une meilleure insertion sociale a maintenu, et en cette période de confinement, le lien entre ces différents membres via notamment des groupes WhatsApp. Toutes ces initiatives et bien d'autres ont été largement partagées par le service de la cohésion de la COCOF auprès de l'ensemble des acteurs des coordinations locales, ce qui démontre encore une fois de plus la vitalité du secteur associatif. Ensuite, pour faire le point sur les mesures gouvernementales afin de pallier au mieux aux conséquences de la pandémie que nous connaissons actuellement, j'ai souhaité limiter au maximum les dommages de la crise sur la vie associative. Ainsi, nous avons décidé que les événements, les projets, les activités déjà subventionnées qui ont dû être annulées ou reportées ne seront pas pénalisées. En cas d'annulation, les dépenses non annulables ne devront pas être remboursées et la subvention restera valable en cas de report. Pour le délai de la remise des dossiers justificatifs du contrat communal, il a été reporté au 30 avril 2020. Les dossiers doivent être envoyés par la poste ou par mail et toutes les pièces scannées au préalable, bien évidemment. Un forfait de maximum 1 000 € par association subventionnée en cohésion sociale dans le cadre du quinquennat a été aussi budgétisé. Il en va de soi que les frais devront être réellement démontrés via facture. Il s'agit de 256 000 € qui ont été budgétisés pour ces 256 associations reconnues. Mais au-delà des mesures d'urgence que nous avons dû prendre, la situation que nous vivons demande d'avoir aussi une vision sur l'avenir. Et c'est pourquoi nous allons prendre rapidement contact avec les acteurs de la cohésion sociale pour connaître leurs ressentis face à cette crise, mais aussi leurs attentes et leurs demandes. Nous pourrons ainsi prendre d'autres mesures pour renforcer encore le lien entre les associations et le public, peu importe les circonstances, car aucune crise ne doit aggraver le sentiment d'isolement et d'exclusion, surtout des personnes les plus précarisées. Ensuite, en ce qui concerne le secteur sportif, qui a dû cesser toute activité suite aux mesures de confinement, nous avons décidé avec le collège de la COCOF de maintenir les subsides octroyés à des événements ayant dû être annulés ou reportés afin de ne pas pénaliser les différents acteurs de ce secteur. Nous informerons les associations et aussi des aides octroyées par les autres niveaux de pouvoir. Je pense notamment à la prime des 4 000 € proposée par la région de Bruxelles-Capitale qui pourrait peut-être être octroyée à des ASBL sportives sous certaines conditions, bien évidemment. Dans le même esprit, nous sommes en contact avec la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous restons à l'écoute permanente du secteur afin d'entendre ses craintes, ses difficultés auxquelles il fait face en ce moment et d'évaluer les réponses éventuelles à y apporter. Cette crise que nous vivons actuellement est sans précédent et elle nous demande de nous adapter, c'est ce que nous faisons, mais elle ne doit pas faire encore plus de victimes en laissant les personnes seules face à leur sentiment d'isolement. C'est pourquoi je remercie une nouvelle fois le secteur de la cohésion sociale pour son dynamisme et je soutiens pleinement toutes les initiatives prises durant cette crise. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et enfin, je vais passer la parole à Monsieur Clerfailly pour qu'il puisse aussi faire la présentation de la situation dans ces secteurs. Monsieur Clerfailly, est-ce que je peux vous passer la parole? Oui, bonjour. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. Je vous espère en bonne santé, tous vous et vos familles. Je ne vais pas être très long. On vous a déjà beaucoup dit
ce que la COCOF a fait, notamment le maintien des subsides de fonctionnement à toutes les ASBL et structures qui dépendent de nos financements, et je parle en particulier du secteur de la formation professionnelle et de l'insertion socio-professionnelle. Je suppose que vous ne comptez pas m'entendre sur les relations extérieures de la COCOF. Hein, donc ce point, je ne vais donc évidemment pas en parler. Donc on a maintenu tous les subsides pour les OISP, pour Bruxelles Formation, pour l'EFP, même si évidemment dans ce secteur-là, toutes les actions de formation ont été interrompues puisque les conditions de distanciation physique ne peuvent pas être respectées. Chacune des OISP a reçu un montant de 1 000 € maximum pour compenser tous les réaménagements d'activités qu'ils ont dû faire en ces circonstances. Et je les remercie, je tiens à mettre en avant en particulier l'effort de Bruxelles Formation et de certains de ses partenaires en insertion socio-professionnelle pour permettre aux stagiaires en formation présentielle de pouvoir continuer à suivre une formation, mais de manière digitale. Il y a d'ailleurs beaucoup de formations qui peuvent se faire de manière digitale. Par exemple, la COBEF donne une partie de sa formation théorique auxiliaire de l'enfance à distance. Le CERIAS dispense des modules de formation employés en bureautique comptable en envoyant des exercices à distance que les stagiaires réalisent et que les formateurs corrigent à distance. Voilà, donc juste pour rappeler qu'il y a sur le site de Bruxelles Formation et sur le site d'Actiris toute une gigantesque offre de formation à distance. Et donc, je veux insister sur le fait que tous les demandeurs d'emploi, tous ceux qui suivent des formations, peuvent profiter de ces moments pour faire usage de toutes ces formations qui existent à distance sur le site bruxellesformation.brussels, sur le site pcskills.brussels d'Actiris ou sur le site Brulingois d'Actiris où il y a des formations linguistiques, puisqu'on sait que la crise économique va nous toucher. Et donc, j'espère que tous les demandeurs d'emploi et tous ceux qui sont en formation professionnelle pourront améliorer leurs compétences pour retrouver le plus vite possible du travail à l'issue de cette crise. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ma part. Simplement souhaiter que tout le monde se protège et protège les autres. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Claire-Failly. Mais voilà, donc c'était la partie du collège. Nous allons passer maintenant aux interventions et aux questions des différents groupes. Donc pour rappel, c'est 5 minutes et je vous propose qu'au bout de, quand c'est la dernière minute, je vous fasse un petit son. Évidemment, quand il y a plusieurs interventions, plusieurs orateurs, ben voilà, je vous ferai savoir quand même aussi pour la dernière minute. Voilà, alors les premiers intervenants, c'est pour le groupe EMER, et c'est M. Van Guatsenov et puis M. Westman. Je pense que je dois d'abord passer la parole à M. Van Guatsenov. Est-ce que je ne me trompe pas? Non, madame, vous ne vous trompez pas. Donc, je vous remercie pour cet exercice démocratique important à l'occasion, évidemment, d'une situation et d'une crise sans précédent. Tout d'abord, nous souhaiterions faire le point sur les pouvoirs spéciaux octroyés au collège. Tout d'abord, concernant l'arrêté relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours pour tous les actes de la COCOF, est-il désormais en vigueur ou sommes-nous encore dans l'attente d'un avis du Conseil d'État? Pourriez-vous faire, mesdames et messieurs les ministres, le point sur sa mise en œuvre? Ensuite, d'autres projets d'arrêtés de pouvoirs spéciaux sont-ils sur la table du collège? Concernant la question du matériel de dépistage et de protection, concerne évidemment également nombreuses institutions dépendant de la COCOF, les maisons médicales ou différentes structures pour les personnes handicapées. On sait que la région a obtenu 2000 kits de dépistage fédéral. Est-ce uniquement la région et Risquer qui s'occupe de la distribution des tests ou une partie du stock est-elle mise à disposition de la COCOF afin que le collège établisse sa propre répartition? Quelle est, le cas échéant, la marge de manœuvre de la COCOF? Le collège a-t-il ou va-t-il lui-même procéder à un certain nombre de commandes de tests ou de masques? Concernant le secteur social-santé de la COCOF, en première ligne face à l'épidémie, il m'apparaît important d'insister sur la sensibilisation de l'usage correct du masque pour éviter que ce masque devienne en quelque sorte un véritable microbe et qu'il soit lui-même, ces masques, vecteurs de contamination. Quelles recommandations dans l'usage du masque sont-elles faites au secteur de la COCOF en termes de maniabilité et de gestes techniques appropriés?
Un autre point qui a retenu notre attention est celui du risque de la diminution des interruptions volontaires de grossesse. En France, les remontées de terrain ont confirmé ces diminutions. Le gouvernement a déclaré que les IVG devaient être considérées comme des interventions urgentes. À l'ONU, l'ONU a par ailleurs signalé un risque de pénurie de préservatifs à l'échelle mondiale. Quelle est la situation des centres de planning familiaux qui délivrent des moyens contraceptifs, des tests de grossesse et qui peuvent procéder à des IVG? Assiste-t-on également à une diminution du recours à l'IVG ou à la contraception? Il semble par ailleurs que de nombreux hôpitaux renvoient les patients qui souhaitent une IVG vers les plannings qui risqueraient de se voir donc débordés, engorgés. Qu'en est-il? Une aide spécifique est-elle prévue pour les plannings? On en a fait un petit peu allusion dans le propos. Dans le contexte actuel, il est également à craindre une probable augmentation des cas de maltraitance des personnes âgées demeurant dans leur famille. Le service d'écoute senior arrive-t-il à traiter l'ensemble des appels? Pourriez-vous faire le point sur cette situation? À la manière de ce qui a été fait pour lutter contre les violences conjugales, une campagne spécifique de communication à l'égard de ce dispositif pour personnes âgées a-t-il été mis à l'œuvre? Enfin, pour ce qui concerne l'enseignement, M. Vervoort en a parlé, mais pourrait-on me confirmer si du matériel informatique de connectivité supplémentaire a été octroyé aux élèves plus défavorisés à l'heure actuelle? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Van Guatsonneau. Je vais passer la parole à Monsieur Westman en sachant que je vous signale que vous avez 1 minute 40 secondes. Voilà, comme ça vous le savez. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, j'ai de nombreuses interrogations. Un, pour m'assurer que dans la gestion de cette crise, vous n'oubliez personne. Et deux, car les missions, vous l'avez dit, de la COCOF sont plus importantes que jamais, informer, prévenir, aider les victimes directes et indirectes de ce virus. Alors, la situation est grave pour de nombreuses personnes en situation de handicap, en particulier pour les personnes de grande dépendance. À cette gravité s'ajoute d'ailleurs de la confusion pour leurs familles. Rien n'est clair concernant les centres de jour ou d'hébergement. Certains enfermés, vous l'avez dit, d'autres adoptent le confinement et d'autres encore maintiennent les déplacements vers les familles. Disposez-vous d'un état de la situation? Toutes ces familles soutenues hier encore par ces centres sont seules à aider leurs proches aujourd'hui. Quel soutien avez-vous organisé par ces familles? Alors, vous étiez aussi engagé à ouvrir un centre d'hébergement d'urgence. Où en êtes-vous aujourd'hui? J'ai cru comprendre que vous attendiez 35 tests, donc 35 tests qui justifieraient qu'ils ne soient pas encore ouverts. Êtes-vous bien informé aussi du désarroi des personnes malvoyantes livrées à elles-mêmes? Nombreuses ne bénéficient plus de l'aide à domicile. Cette crise pèse aussi sur la santé mentale des plus fragiles. Avez-vous renforcé les politiques de prévention du suicide? Quel soutien spécifique apporter donc aux sans-abri? Quel soutien à la santé mentale des résidents de maisons de repos? Quel soutien auprès des enfants handicapés et leurs parents confinés? La crise impacte également toutes les structures de soins palliatifs. En temps normal, c'est déjà près de 20% des patients hospitalisés et 15% des résidents en maison de repos qui sont susceptibles d'en bénéficier. C'est dire s'il est primordial, évidemment. Qu'en est-il? Alors également, la majorité des Bruxellois applaudit les héros du quotidien à 20h, mais d'autres discriminent le personnel soignant. La COCOF possède des outils pour sensibiliser et lutter contre ces discriminations. Comptez-vous agir concrètement? Nous devons aussi préparer un déconfinement progressif, en particulier pour les acteurs qui verront leur charge de travail exploser. Je pense devoir faire face aux patients, plus aux consultations postposées. Je pense aux aidants proches qui seront particulièrement sollicités. Alors, de façon générale, pour faire face à toutes ces missions, on devra évidemment impérativement avoir un budget de crise avec les recettes en perte pour les services qui demandent des quotes-parts à leurs bénéficiaires et de nombreuses dépenses imprévues. Quand présenterez-vous une telle analyse? Et enfin, Madame la Présidente, je pense plus que jamais que notre institution doit être un acteur utile sur le terrain, respectée vu son importance aujourd'hui et innovante vu ses défis. Merci beaucoup, Monsieur Westman. Alors, juste pour rappel, Monsieur Marron et Monsieur Vervoort donc, nous quittent maintenant puisqu'il y a une réunion de Codeco à 15h qui traite justement la question des maisons de repos. Donc, il est évidemment fondamental qu'ils puissent aller à cette réunion. Dire aussi que sur le chat que nous avons, il y a quelques réponses qui ont été données à Monsieur Marron, par Monsieur Marron, pardon. Notamment sur le fait que les premiers tests vont dans les maisons de repos, mais en Sim Santé, il a bien été rappelé que d'autres structures étaient à risque. C'est en tout cas le cas des structures personnes handicapées avec un public de seniors. Je vous laisse lire pour la suite, parce qu'évidemment, il y a aussi des réponses qui sont données par écrit par M. Marron avant qu'il ne parte à sa réunion Codeco. Je vais maintenant passer la parole
au Parti socialiste à M. Icasban. Vous avez donc 5 minutes, M. Icasban. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, permettez-moi tout d'abord de témoigner en cette période difficile du soutien plein et entier de mon groupe PS à l'ensemble des membres du collège, au service du Parlement, mais également aux acteurs, aux travailleurs, aux bénévoles qui font vivre les services et les institutions de la COCOF et notre très riche secteur associatif qui en dépend. Le collège de la COCOF informe de toute une série de mesures qu'il faut saluer et j'aimerais vous poser quelques questions de clarification. Donc, je salue la participation à la task force sur les violences intrafamiliales et conjugales. Néanmoins, il avait été question d'une probable augmentation des risques de violence à l'égard des femmes. Et on nous parlait de chiffres disponibles au 2 avril. Est-ce que nous sommes en possession de ces chiffres qui relatent cette augmentation? Monsieur Marron a également parlé à plusieurs reprises de la création pour Bruxelles de 50 places dans un hôtel avec accompagnement psychosocial en cas de saturation du réseau. Moi, je voudrais savoir, est-ce que l'information a-t-elle été envoyée aux différentes associations de terrain, mais aussi aux CPAS et aux organes de première ligne. Je salue évidemment le lancement de la CIM Droits des femmes par la région bruxelloise, Mme Benamou, et les efforts au niveau de la cohésion sociale. Je salue également la protection des subsides aux associations et aux organisations. Le maintien des subsides sportifs est très positif également. Alors, un instant, je voudrais m'arrêter sur la mise en place d'une permanence téléphonique. J'ai entendu M. Baron parler du numéro vert social. On connaît la permanence téléphonique pour les professionnels et évidemment la Ligue de santé mentale. Moi, je voudrais ici déposer une suggestion. Je voudrais ici apporter mon soutien à l'idée du centre de prévention du suicide, qui demande d'être soutenu dans un projet innovant qui aurait comme objectif d'ouvrir une ligne d'écoute spécialement dédicacée à des personnes endeuillées par les décès du coronavirus d'un proche. Ça permettrait d'offrir une écoute attentive et un soutien de première ligne à des personnes frappées par la disparition brutale d'un proche, décédé lors des conditions exceptionnelles de solitude suite à l'obligation de confinement, soutenir ces personnes privées des rites funéraires traditionnellement adoucisseurs du processus de deuil. Par ailleurs, la volonté est aussi d'étendre la population des âgés aux projets, aux familles des patients hospitalisés pour cause de Covid-19. En effet, vous savez, les conditions actuelles de fonctionnement des hôpitaux ne permettent plus toujours aux infirmières étages et aux autres personnels soignants de donner aux proches de leurs patients des informations à une fréquence raisonnable. Comme les visites sont interdites, les proches sont très angoissés et ne rien savoir de l'état de santé les rend malades. J'aimerais savoir si ce projet ô combien important a été soutenu et s'il est mis en place. Je ne vous cache pas que mon groupe soutient fortement cette demande. Je salue également tous les efforts qui sont consentis en matière culture, même dans les compétences de la COCOF, même si le gros des compétences est en fédération en Bruxelles. Au niveau des handicaps, du secteur du handicap, je voudrais saluer l'aide supplémentaire de 29 millions d'euros fonds Covid-19 estimés pour le secteur du handicap. Je voudrais saluer le maintien des salaires quoi qu'il arrive, le maintien des subsides dans tous les cas, le transport scolaire spécialisé. Je trouve que c'est extrêmement positif. La COCOF, là, assume pleinement sa mission. Enfin, je voudrais quand même également insister fortement, et je tiens, le ministre Rudy Vavord l'a dit, mais à relayer les inquiétudes et les difficultés des familles qui ont un membre ou un enfant qui présente un handicap de très grande dépendance. Et à ce sujet, il a été précisé que pour la mise en place du centre d'hébergement d'urgence pour les personnes en situation de grande dépendance, on attendait les tests. Je voudrais savoir, est-ce qu'on a des précisions par rapport au moment où on pourra avoir ces tests? Il est évident qu'on a besoin de toute urgence dans les hôpitaux, dans les hauts, mais je pense également dans ces centres d'hébergement, puisque le confinement et la distanciation sociale sont impératifs. Je vous rejoins sur la nécessité de s'assurer que toutes les personnes qui pourront prétendre à cet accueil pourront être dépistées au préalable et que le personnel et les hébergés disposeront de tout le matériel de protection nécessaire. Une remarque pour terminer. J'avais déjà fait cette remarque avant la crise sanitaire du coronavirus. C'est à l'occasion d'une visite à la coupole bruxelloise que j'ai appris qu'à Bruxelles, il n'y avait quasi aucun hôpital qui était capable d'accueillir aux urgences une personne atteinte d'un trouble autistique. Je pense que cette crise doit nous permettre également de pallier à ce genre de carence. Est-ce qu'il est prévu, est-ce qu'il est envisagé de trouver des solutions par rapport à ça? Et enfin, plus que jamais, je tiens à vous remercier toutes et tous, car avec vos mesures, vous œuvrez chaque jour pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Merci. Merci
beaucoup, Monsieur Casban. Je vais dès lors passer la parole au groupe écolo, avec d'abord Barbara de Radiguez et ensuite Ahmed Moussine. D'abord, Madame de Radiguez, je vous passe la parole. Donc, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Collège, chers collègues, cette séance du Parlement est l'occasion de marquer la nécessité de l'approfondissement de notre démocratie, y compris dans cette période difficile. Participation, soutien, attention aux plus faibles, aux développeurs et aux inventeuses de demain doivent guider notre action. Nous ne devons pas faire uniquement pour, nous devons aussi faire avec la population et les organisations. Quand on parle de la COCOF, on parle d'humanité. Le Covid-19 touche notre société dans toutes ses couches et les acteurs de première ligne, celles et ceux qui travaillent avec force contre les injustices physiques, sociales, morales ou culturelles, sont pour les écologistes le ciment de notre société. En ce sens, mon collègue Ahmed Moussine vous parlera spécifiquement du soutien aux personnes porteuses de handicap. Je concentrerai mes questions sur l'éducation, la formation, la culture et plus largement l'importance à soutenir les organisations les moins résilientes à ce choc, mais néanmoins nécessaires pour notre vivre ensemble. Je pense notamment aux arts, à la culture, au sport, à l'extrascolaire, à la cohésion sociale. La COCOF doit diriger ses efforts sur les acteurs en danger de survie. Donc mes questions sont, à propos des plans de soutien à ces organisations, est-il possible de connaître vos positions sur les associations bruxelloises ne disposant pas de subsides et étant fortement impactées? Vers qui doivent-elles se tourner? Comment les articulez-vous avec les autres, avec les autres niveaux de pouvoir et surtout, quelle communication adressez-vous aux opérateurs? Pouvez-vous assurer que ceux qui sont en bout de chaîne bénéficient aussi d'une attention? Je pense par exemple aux animateurs, aux artistes, aux coachs non directement attachés à une organisation. Donc, M. Vervoort a parlé de 780 000 € pour le secteur culturel. Peut-il nous dire si ces montants sont cumulables aux aides de la Fédération Wallonie-Bruxelles et s'ils sont bien destinés à assurer que les artistes et techniciens puissent être les premiers soutenus, comme le prévoit le fonds d'urgence en Fédération Wallonie-Bruxelles? En matière d'enseignement et de formation, la crise est un puissant rappel de l'ampleur des inégalités sociales, alors que ce secteur a pour vocation de les combattre. La fracture numérique touche beaucoup de nos élèves étudiants défavorisés. Donc, quelles mesures prenez-vous pour les élèves et les étudiantes qui n'ont pas d'outils numériques et poursuivent les cours? Donc, M. Vervoort a parlé des étudiants qui émargent au CPS. Mais qu'en est-il concrètement et est-ce aussi d'application pour la formation professionnelle? Pour les modalités de fin d'année, est-ce que les établissements gardent de la souplesse en ce qui concerne leur organisation et qu'en est-il du déroulement des stages et autres activités pédagogiques? J'ai cru comprendre qu'elles étaient annulées, est-ce que j'ai bien compris? Voilà, pour la suite, je passe la parole à mon collègue. Désolée, j'ai débordé, désolée pour lui. Et je vous remercie vraiment de tout votre travail et aussi par avance pour vos réponses. Merci beaucoup, Madame de Radiguet. Je vais passer la parole alors à Monsieur Moussine, qui a 1 minute 45 pour poursuivre. Je vous passe la parole, Monsieur Moussine. On ne vous entend pas. Voilà. Vous m'entendez? Non. Vous Maintenant m'entendez? seulement. Oui, ça va. Oui. Je vous passe la parole. Je vous remercie. Je tiens d'abord à saluer les ministres qui doivent gérer une pénurie de tests, pénurie de masques, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles. On imagine la situation si on avait eu le matériel, elle aurait sans doute été beaucoup plus facile. Différentes associations ont envoyé des courriers aux différents députés et aux ministres en demandant une série de choses. L'une des choses, c'est de généraliser les tests. On sait que c'est une demande dans les Hauts-de-France, c'est une demande du secteur dans le monde du handicap. Il faudrait une réponse claire parce qu'ils sont en attente de ces réponses. On sait que les aidants proches sont aujourd'hui extrêmement fatigués. Alors j'entends qu'il y a un centre d'urgence. On a vu que pour les Hauts-de-France, l'idée de faire des équipes volantes pour aller soutenir
a été mis sur la table, ce qui nous semble être une bonne idée. Est-ce que pour les personnes, les aidants proches, les familles qui aujourd'hui ont la charge de personnes dans des situations de grand handicap, cette réflexion a été menée? Je tiens à saluer en tout cas l'initiative du ministre-président qui a entendu les familles et qui a permis aux familles qui ont une personne en situation de handicap de pouvoir aller, comment dire, diminuer les conditions de confinement et permis de pouvoir aller prendre l'air. Je souhaiterais savoir également si au niveau de l'accueil des personnes en situation de handicap, le Conseil supérieur national des personnes handicapées a souligné une chose, c'est qu'une attention toute particulière sur des dérives éventuelles de la section des patients sur base de leur handicap pouvait être faite par certains hôpitaux. Est-ce que ce point-là vous a été signalé et quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour que cette dérive ne soit pas faite? Je suppose que mon temps est terminé. Monsieur Moussine, il va falloir s'arrêter là. Merci. Voilà. Nous allons passer maintenant au groupe PTB avec Madame Koplovic et puis je pense qu'il y aura par la suite Monsieur Wolinski. Je ne me trompe pas. Hein. Alors, je vous passe la parole, Madame Koplovic. Merci beaucoup tout le monde. Je vais être assez brève. Je vous remercie pour vos explications assez concrètes et précises. Je veux quand même souligner que voilà, on voit aujourd'hui ce que ça donne de laisser faire le libre marché et voir dans quelles conditions de pénurie on se trouve et qu'effectivement, comme disait M. Mossine juste avant, si seulement on avait eu du matériel correct, on n'en serait pas là. Donc j'espère que ce sera une occasion de repenser ce monde quand tout ça sera terminé. Pour le reste, j'ai des petites questions plus précises sur le secteur du handicap, la grande dépendance. Vous disiez, c'est une bonne nouvelle, je pense qu'on va ouvrir ce centre d'hébergement d'urgence qui correspond vraiment à des demandes de familles qui sont dans des situations très compliquées. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un peu de précision sur qu'est-ce qu'on attend exactement, dans quel délai ça pourra se faire? Comment est-ce qu'on va un peu sélectionner les gens qui pourront en bénéficier? Et après, nous, on a une autre demande aussi, c'est que le testing puisse aussi être fait en priorité dans les centres d'hébergement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible à relativement court terme avec les moyens de dépistage dont on dispose ici? Est-ce que vous avez une vue sur l'augmentation des moyens de dépistage dont on va disposer éventuellement au niveau de la COCOF aussi? Voilà, pour le reste, effectivement… Non, je regarde, vous avez répondu à pas mal de mes questions. Donc, je voulais juste avoir vraiment des précisions sur ce qui peut être fait pour les centres d'hébergement et aussi en termes de centres de jour sur les centres qui sont encore ouverts, encore fermés, parce qu'il y a effectivement beaucoup de confusion. Et comment là aussi on peut rassurer les parents avec peut-être aussi des dépistages et mettre en place, on sait qu'il y a des tests sérologiques qui existent maintenant. Est-ce que ça ne pourrait pas être une population test dans la COCOF qui permettrait un retour à la normale des prises en charge grâce à ce système-là? Voilà, je passe la parole à Pétia pour la suite. Très bien, merci beaucoup. Je passe donc la parole à Monsieur Wolinski. Vous avez 3 minutes. Je passe la parole, Monsieur Wolinski. Merci, Madame la Présidente. Vous m'entendez bien? Je vous entends bien maintenant. Merci. Bonjour à toutes et tous. J'espère d'abord que vous allez bien, chacun de vous et vos proches, dans cette période tragique. Merci aussi pour vos explications qui étaient claires, précises. Respect total et bravo à tous les gens qui sont sur le terrain, effectivement, dans les secteurs dont on a parlé, au niveau social et au niveau santé, petite enfance, handicap. Vraiment, merci du fond du cœur. Moi, je vais faire une petite intervention au niveau de la culture. Je pense que les conséquences du corona et les mesures de confinement et de distanciation sociale qui sont nécessaires sont particulièrement dures pour le secteur culturel. Il y a beaucoup d'artistes, de techniciens, d'employés qui, en fait, maintenant ne reçoivent rien du tout comme revenu ou alors très le monde culturel, c'est tous les contrats précaires, temporaires, le soi-disant statut d'artiste, le grand nombre de freelance. C'est parmi les secteurs les plus impactés d'un point de vue économique par la crise sanitaire qu'on traverse. Je pense que c'est l'exemple type du secteur sous-financé structurellement depuis la victoire idéologique du néolibéralisme dans les années 80-90.
on voit aussi les conséquences au niveau des soins de santé, c'est dramatique. Voilà, donc c'est une crise qui est sanitaire, mais aussi sociale et économique. Je tiens à souligner l'effort de la COCOF, malgré le fait qu'on travaille, on l'a déjà dit souvent, avec des cacahuètes, l'effort de la COCOF pour aider les secteurs touchés dans le non-marchand au niveau de différentes interventions et de mesures compensatoires. Je tiens à dire que ce qui est important au niveau culturel, c'est de mettre peut-être la priorité sur les artistes et les travailleurs des petites structures qui ont moins de réserves pour pouvoir tenir sur le long terme. Je pense que c'est vraiment important et que voilà, il va falloir dégager un fonds d'urgence. Je pense que 30 millions, c'est vraiment bien, c'est un bel effort au COCOF. Je pense que ça doit représenter 6-7% du budget annuel COCOF. Mais voilà, on se rend tous bien compte que quand tout ça sera fini et demain commence aujourd'hui, il va falloir aller chercher les moyens et on sait tous où ils se trouvent. Voilà, donc je pense que voilà, on fait ce qu'on peut avec les moyens dont on dispose. Il y a voilà, toutes des questions au niveau culturel qui concernent plutôt d'autres niveaux de pouvoir. Voilà, ben, beaucoup de chance à tout le monde, beaucoup de courage à toutes et tous et voilà, on sera content de nous retrouver pour de vrai. Merci Madame la Présidente, je ne vais pas être plus long que ça. Pas de problème, vous aviez encore une minute, il n'y a pas de problème. Merci. Coupe mon micro Magali, ok, ça va. Oui, voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Tout va bien? Tout va très bien. Parfait, alors on va pouvoir poursuivre. Merci beaucoup, Monsieur Obolinski, et passer la parole alors au groupe Défi avec Monsieur Vossard. Monsieur Vossard. Madame la Présidente, j'espère également que vous portez bien. Je vous remercie aussi pour ce point d'information et je remercie le collège pour sa disponibilité. Il y a déjà eu beaucoup de réponses aux questions que mon groupe se pose. Je voudrais souligner, et ça je le disais souvent, c'est le modèle d'association, de partenariat qui est tissé entre la COCOF et le secteur associatif. Et donc, je voudrais justement souligner ce travail de ces 250 ASBL qui sont mobilisés pour être auprès de toutes ces personnes qui sont justement, qui souffrent d'isolement, vu cette période qui n'est pas facile à vivre pour toutes et tous. Alors, et je voudrais aussi souligner les mesures qui sont prises au niveau de la formation, puisque c'est M. Clerfay qui l'a bien dit, c'est M. le ministre qui a rappelé bien les mesures de digitalisation qui sont prises pour que bien toutes et tous puissent suivre une formation en ligne. C'est une évolution aussi. C'est peut-être aussi un enseignement qui peut être pris, je dirais, tiré de cette crise, parce qu'il y a d'autres éléments que certains collègues ont rappelé, mais ça, je pense qu'il faut mettre ça par la suite, c'est de voir quels sont les enseignements que nous allons tirer de la crise, tant d'un point de vue sanitaire que d'un point de vue social et économique. Alors, pour nous, c'est important de revenir sur eh bien, la question des centres d'hébergement sans 2 jours pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes en grande dépendance. Alors, on sait que la situation est préoccupante dans les maisons de repos, mais nous avons les mêmes préoccupations pour les centres d'hébergement et les centres d'accueil de jour, écoles spécialisées. Donc, une série de réponses ont déjà été apportées, mais on voudrait être sûr que si il y a donc ce centre d'hébergement d'urgence qui va être mis en place, eh bien oui, quel est le délai? Si une stratégie de dépistage va se faire, et notamment par la capacité d'un test sérologique, c'est une très bonne opportunité peut-être à saisir. Ensuite, c'est de voir, et ça certains l'ont rappelé, c'est la question des aidants proches. On sait très bien que ces familles, eh bien, se trouvent dans une situation inédite. C'est pas facile à vivre. On doit pouvoir leur apporter une aide, et donc c'est de voir comment concrètement la COCOF intervient, le collège, pour les soutenir, ces aidants proches. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Est-ce qu'il y a, je sais, une ligne d'écoute qui est en ligne, mais est-ce qu'elle a été bien sollicitée, cette ligne d'écoute? Et ça, je pense que c'est important aussi, c'est de voir quelle est la situation, pas que des aidants proches, mais on pense à ces kinés, ces logopèdes qui fournissent une aide considérable pour ces personnes en situation de grande dépendance. Eh bien, vu peut-être cette incapacité qu'ils ont de travailler parce qu'il y a cette distanciation sociale, comment on pallie cette situation? Alors, je viens maintenant à la question des violences intrafamiliales. Je pense que le collège a déjà pris beaucoup de mesures et on le félicite, notamment cette question d'avoir réquisitionné un hôtel. Alors, je dis réquisition, je pense que c'est plutôt une collaboration avec les gérants d'hôtel. C'est de voir un petit peu si, depuis la crise, il y a une hausse de ces violences conjugales ou intrafamiliales et si vous avez les chiffres, voir aussi
s'il n'y a pas d'autres, je dirais, possibilités de mise à disposition de cet hôtel pour d'autres victimes, est-ce qu'on parle uniquement des victimes de violences conjugales, intrafamiliales, peut-être qu'on pense ici aux adolescents, et si d'autres mesures sont en place ou seront mises en place, notamment en collaboration avec les zones de police, puisque je sais qu'il y a une zone de police, je crois que c'est Bruxelles Nord, qui a déjà pris ses devants par rapport à cette problématique des violences intrafamiliales. Le secteur culturel, heureusement qu'on a pris, eh bien, le collège a pris un acte ici pour maintenir les subventions. C'est une cohérence aussi avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisqu'on sait très bien que ce secteur est particulièrement touché par cette crise sanitaire. Beaucoup d'entre nous l'ont rappelé, il y a des acteurs de terrain qui doivent avoir un soutien à la fois financier, mais aussi dans l'organisation. Donc, vous avez rappelé tous ces éléments et merci d'avoir pris attitude. Puis, le problème du surendettement. On sait très bien que cette crise met à cause des dommages économiques. Des personnes sont au chômage économique temporaire ou peut-être d'autres aggravations par la suite. Donc, est-ce que on sait que les services de médiation de dette sont sous tension? Est-ce que pendant cette crise, comment fonctionne-t-il? Est-ce qu'il y a une permanence téléphonique qui est assurée? Et est-ce qu'il va y avoir un plan spécifique par rapport à la question du surendettement? Enfin, sur la discrimination, on sait que le corps médical et même des personnes victimes du coronavirus sont touchés par cette forme de discrimination, de stéréotypes. Est-ce qu'il y a une collaboration qui est effectuée avec UNIA, par exemple, une association qui est mise en place pour lutter contre ces formes de discrimination? Et puis, je terminerai sur un point, c'est les clubs sportifs. Heureusement et très bien, vous maintenez les subsides parce que ces subsides participent à la formation des jeunes. Et donc, je vous remercie d'avance déjà pour les réponses. Je dirais, pour finir, ne relâchons pas nos efforts à tous les niveaux de pouvoir, parce que notre personnel soignant qui est mobilisé depuis les premières heures de la crise et nos concitoyens n'en attendent pas moins de nous. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vossard. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole au groupe CDH. Alors, Monsieur Vossard, il faut couper. Et j'ai un petit blocage. Voilà, c'est vous qui prenez la parole? Oui, très bien. Je vous passe la parole alors. Merci. Ben moi, je voudrais peut-être dire en préambule, comme il me paraît aujourd'hui encore beaucoup plus qu'en temps normal, complètement aberrant de devoir organiser des séances différentes entre la COCOF, la VIC et le Parlement régional. Cette crise montre aujourd'hui que ça ne correspond plus à la réalité de terrain et ce sera plus efficace, plus transparent et surtout plus valorisant pour la fonction sociale essentielle de la COCOF de simplifier nos institutions et de tout rassembler au niveau régional. J'espère que cette crise achèvera de convaincre les plus sceptiques et que dès la fin de l'urgence sanitaire, on pourra préparer cette simplification très concrètement. Ceci étant dit, évidemment, l'urgence aujourd'hui est ailleurs. Je tiens à remercier singulièrement M. Vervoort pour la précision et la transparence dans les chiffres transmis. Il subsiste bien sûr encore des questions, notamment dans le cadre du handicap et de la situation dans les centres de jour et d'hébergement. Pour le matériel de protection et singulièrement les masques, malgré vos efforts, c'est toujours le règne de la débrouille. Vous nous avez beaucoup parlé du passé, mais qu'est-ce qui est prévu dans les jours qui viennent? Des nouvelles livraisons sont vraiment nécessaires et urgemment. On lit aussi que 3 millions de masques FFP2 livrés à la Belgique sont inutilisables. Est-ce que ça concerne Bruxelles? Par ailleurs, c'est évidemment le testing, on l'a dit, qui permet de sortir par le haut de cette crise. On aimerait quand même un état de la situation plus précis. Quel planning peut-on espérer? Quelles priorités? Les informations fournies ne sont vraiment pas suffisantes à cet égard. Par ailleurs, les centres d'hébergement, on le sait, n'ont pas systématiquement de médecins. Le secteur souhaite que soit désigné un médecin coordinateur pour l'ensemble de Bruxelles afin d'établir un protocole très clair pour les cas de maintien des cas Covid en hébergement ou les retours après hospitalisation. On a pu encore voir aujourd'hui le GAMP et Inforotisme exprimer le flou complet dans lequel se trouvent les familles et les aidants proches qui ne savent pas comment agir et donc on ne peut pas laisser ce flou durer. J'ai suffisamment d'éclaircissements à ce propos. Monsieur Marron a évoqué une ligne téléphonique santé mentale, mais le handicap ne se résume évidemment pas à la santé mentale. Il est clair qu'une ligne téléphonique handicap doit aussi être ouverte et même aller plus loin, comme en France, où on met en lien des personnes qui ont besoin d'aide et les bénévoles avec les associations, mais spécifiquement sur la thématique du handicap. Par rapport au centre tampon intermède, c'est évidemment une bonne nouvelle. Combien d'équivalents temps plein vont être recrutés et comment seront-ils recrutés?
Par ailleurs, c'est un centre pour adultes. Qu'en est-il des enfants? Je sais que la Villa Indigo est fermée depuis le début du confinement. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos-là? Parce que je sens que les parents sont vraiment à bout. Et de manière plus globale, pourquoi ne fait-on pas appel aux travailleurs COCOF d'autres secteurs que le handicap qui sont peut-être disponibles aujourd'hui, comme le personnel, par exemple, médical lié aux écoles COCOF? Pour la suite, je vais passer la parole à Gladys Kazadi, en ayant évidemment une pensée toute particulière pour le personnel soignant sur le terrain, le personnel d'encadrement et aussi les familles touchées et endeuillées par la crise. Merci beaucoup, Monsieur Decola. Je passe donc la parole à Madame Kazadi, qui aura 2 minutes et 7 secondes pour être juste. Voilà, je vous passe la parole, Madame Kazadi. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Mes premières questions s'adresseront à M. Claire-Failly. Je suis quand même un peu étonnée de vos propos. La coopération internationale reste importante dans le contexte que l'on connaît et je voudrais donc quand même un retour sur certains aspects de celle-ci. Alors oui, nous avons une crise à gérer au sein de notre territoire qui doit être prioritaire et retenir notre attention. Mais face à cette crise que nous connaissons, aucun continent, aucun pays n'est épargné. Il est donc important de faire preuve de solidarité. En effet, si nous arrivons à faire face au Covid-19 au point d'éradiquer peu à peu, et si d'autres pays n'y parviennent pas, nous nous exposerons à une nouvelle vague épidémique. Il s'agit donc d'un enjeu à suivre également. On voit de grands débats sur ce sujet au niveau des pays européens, mais il faut également penser aux pays plus vulnérables. Alors, lors de chaque crise, naturelle ou sanitaire, la région bruxelloise, la COCOM et la COCOF s'unissent pour aider les pays touchés. J'aimerais donc savoir ce qui est prévu dans ce cas-ci. Avez-vous dégagé un montant pour aider les pays les plus vulnérables pour faire face à la crise du Covid-19? Si oui, quel est le montant dégagé? Qui en seront les principaux bénéficiaires? Êtes-vous en contact avec les responsables des différents projets au Congo ou encore au Bénin? Ces différents projets soutenus par la COCOF sont-ils impactés par la crise du Covid-19? Si oui, quelles actions avez-vous prises? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'un allongement des projets ou une enveloppe budgétaire est éventuellement à l'étude? L'autre sujet que je souhaiterais aborder ici porte sur les violences conjugales. Alors, avec le confinement, les appels sur les lignes d'écoute, mes collègues l'ont rappelé, ont doublé. Donc, mes questions précises. À Bruxelles, quel est le suivi qui est donné aux appels? Est-il prévu d'augmenter des équipes qui répondent à ces appels? Du côté du lancement de la CIM, droits des femmes, avec le cabinet Benamou, concrètement, quel est le rôle de cette CIM dans le contexte actuel que nous connaissons? Puis d'étendre l'action de la zone de police nord et de rappeler toutes les personnes victimes de violences ces derniers mois au sein de toutes les zones de police à Bruxelles, puis de mettre en place des dispositifs pharmacie en région bruxelloise comme nous le connaissons en France ou encore à Mons. Enfin, pouvez-vous me faire savoir si les centres vont activer le dispositif 3% pour que les femmes victimes de violences puissent bénéficier d'une priorité absolue dans le logement social? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci beaucoup, Madame Kazadi. Merci. Je sais que c'est pas facile hein, comme exercice voilà, de parler en 5 minutes. Voilà, une organisation un peu cadrée. Alors, je passerai aussi la parole à Madame Ostrade, si elle le souhaite, qui a 2 minutes. Je ne sais pas si elle souhaite prendre la parole. Madame Ostrade. Madame Kazadi, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? C'est fait. Voilà. Madame Ostrade, je ne vous entends pas? Oui, oui. Voilà, je vous passe la parole. Oui, je vous entends. Je vous passe la parole. D'accord, merci beaucoup. Donc d'abord, je remercie le collège pour son exposé très clair et très précis. J'ai entendu donc qu'il y avait une task force sur les violences intrafamiliales et conjugales et qu'il y avait la création de 50 places dans un hôtel plus un numéro d'urgence. J'aimerais savoir quelle est la situation actuelle et quels ont été les chiffres que la police a rapportés par rapport à ces violences. Par rapport à la garantie du maintien des IVG et de la contraception dans les centres de planning familial, il est évidemment extrêmement important que la situation actuelle ne représente pas un frein supplémentaire pour les femmes qui ont besoin de ces IVG et de cette contraception. Comment la situation est-elle gérée dans les plannings, surtout si les hôpitaux renvoient ces femmes? Aussi, je voulais savoir si quelque chose était prévu en matière de prévention pour les personnes ayant des maladies chroniques, du diabète ou des maladies cardiovasculaires. On parle de plus en plus des morts et des décès collatéraux qu'il va y avoir par rapport à cette crise du coronavirus. Y a-t-il quelque chose de prévu pour inciter les personnes à prendre soin de leur santé et à consulter quand cela est nécessaire?
Par rapport aux personnes âgées, y a-t-il quelque chose de prévu pour aider ces personnes isolées qui n'ont pas forcément accès aux réseaux sociaux, etc. J'entends qu'il y a des personnes qui déposent des lettres avec des propositions d'aide, leur numéro de téléphone dans les boîtes aux lettres. J'aimerais savoir si quelque chose est prévu par la COCOF. Et de la même manière, j'aimerais savoir par rapport aux personnes prostituées qui sont déjà généralement dans une situation de grande fragilité, si quelque chose est prévu pour leur venir en aide. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais couper aussi le timing. Merci. Madame Ostrade, je pense que tout le monde est intervenu, qu'il n'y a plus d'autres interventions. Si c'est bien le cas, alors je vais passer la parole peut-être d'abord à Madame Tract pour le collège. Le collège a 20 minutes en tout, mais Madame Tract ne doit peut-être pas prendre les 20 minutes pour elle toute seule, mais voilà, si ses collègues veulent aussi prendre la parole. Mais en tout cas, il y a 20 minutes maintenant pour les réponses. Je vais passer la parole à Madame la ministre présidente, Madame Tract. Voilà, vous m'entendez? Super. Je vous remercie toutes et tous pour vos questions et pour votre soutien. Vraiment, toutes vos questions témoignent de l'importance que vous accordez au travail de la COCOF et de ces secteurs et surtout à l'intérêt des bénéficiaires de ces politiques. Et donc, c'est bien volontiers, évidemment, que je vais y répondre. Je vous remercie aussi pour vos suggestions. Concernant les questions de distribution du matériel ou de testing, je vais vous apporter quelques éléments de réponse ici, mais ces questions sont traitées de manière centralisée et identique avec la COCOM. Et donc, il y a eu un débat assez long il y a 2 jours à ce sujet-là, où le ministre Marron a pu vous donner une série de réponses plus détaillées que ce que je pourrais faire ici. Et donc, je vous renverrai pour le surplus à la réponse qu'il a pu donner il y a 2 jours. Mais donc, pour la distribution de matériel, donc il y a les masques, bien sûr, mais il y a aussi, par exemple, les blouses, les gants ou les visières. Tout est centralisé. Hein. Ce n'est pas que pour la COCOF, c'est la COCOM, la COCOF et Iriscare travaillent ensemble pour la question de la centralisation des demandes de matériel et pour leur distribution. Il y a un plan de répartition qui est établi de manière commune en fonction des besoins des secteurs. Concernant les masques et l'utilisation des masques, il y a, je vous indiquais tout à l'heure la boîte à outils sur le site coronavirus.brussels, il y a un tutoriel sur l'utilisation des masques sur ce site. Concernant la généralisation des tests, alors ça dépend évidemment pas que de nous. Vous savez que ces questions-là sont traitées par un ministre spécifique au niveau fédéral. Et ce qui ne dépend pas non plus de nous, c'est aussi le fait que ces tests existent, qu'ils soient développés et qu'ils soient développés en suffisance pour être utilisés dans les services de la COCOF et de la COCOM. Aujourd'hui, en ce qui concerne le test qui permet d'identifier la présence du virus, la priorité dans l'utilisation de ces tests est donnée aux maisons de repos et aux maisons de repos et de soins. Pourquoi? Vous vous en doutez bien, parce qu'elles accueillent le public qui est le plus risqué et qu'elles accueillent ce public en grand nombre. Donc c'est pour cette raison-là que les tests sont dirigés en priorité vers ce public-là. Ensuite, quand on en obtiendra plus, il y aura un élargissement à toutes les personnes symptomatiques et qui travaillent dans des collectivités. On espère pouvoir élargir dans les 15 jours. Concernant le test sérologique, il sera prêt avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà ce que je pouvais donc vous répondre en termes de matériel et en termes de tests. J'en viens maintenant à les réponses à des questions plus précises, enfin d'autres questions. Les IVG. Alors concernant les plannings familiaux, il n'y a pas de saturation aujourd'hui du travail des plannings familiaux et ils communiquent eux-mêmes pour dire qu'ils continuent de travailler et qu'ils continuent de faire leur travail habituel en termes de contraception ou d'IVG. Je les en remercie parce qu'effectivement, vous êtes plusieurs à l'avoir souligné, c'est essentiel et ce travail ne peut pas s'arrêter en raison de l'épidémie. Il y a effectivement un risque de pénurie de préservatifs
parce que nous dépendons là aussi d'usines chinoises pour la production de préservatifs. Encore un bien de première nécessité pour lequel nous dépendons de chaînes de valeur et de chaînes de production qui nous mènent extrêmement loin. Il y avait un souci concernant les déchets biologiques qui sont issus des IVG, puisque l'entreprise qui collectait ces déchets ne les collectait plus, ne fonctionne plus pour l'instant, mais on a trouvé une solution pour la collecte de ces déchets. Et donc, je vous confirme que le travail dans les plannings familiaux continue, ne s'arrête pas, et que par ailleurs, nous continuons bien sûr aussi à leur fournir le matériel nécessaire, le matériel supplémentaire nécessaire en lien avec l'épidémie. Concernant l'arrêté sur les délais, nous avons reçu l'avis du Conseil d'État. Vous savez, l'habilitation que vous nous avez donnée dans le cadre des pouvoirs spéciaux nous indique que nous devons consulter le Conseil d'État, ce que nous avons fait. Et donc, la deuxième lecture de cet arrêté interviendra au prochain collège. Cet arrêté délai prendra ses effets au 16 mars, rétroactivement, puisque c'était le premier jour ouvrable des mesures de l'application des mesures fédérales. C'est aussi à cette date que se réfère la région bruxelloise. Concernant les violences faites aux femmes, il y a une augmentation des appels du 0800 330, une augmentation à hauteur d'un tiers par rapport au rythme de croisière de ce service. Ce sont des appels de personnes qui sont victimes, mais aussi de proches ou de professionnels. Nous avons donc renforcé les écoutants au bout du fil et nous sommes en excellente collaboration avec les zones de police. Une information est partie vers les zones de police qui connaissent donc cet hôtel qui a été ouvert. L'information a transité par Bruxelles Prévention et Sécurité. Et les CPS, les différents CPS ont également été informés de la possibilité qu'il y a pour ces femmes d'être accueillies dans cet hôtel. Concernant la ligne prévention suicide, vous avez été plusieurs à m'interroger, qui pourrait aussi gérer des questions liées au deuil. C'est prévu, nous avons prévu un budget de 86 000 € pour renforcer ces équipes. Alors, concernant les aidants proches, j'ai entendu ce que vous avez suggéré, M. Mossine, M. Vossart. À ce stade, on n'a pas encore travaillé sur ce plan, je l'admets, je le reconnais. Notre énergie pour l'instant a été dans la mise en place d'équipes mobiles pour les maisons de repos, mais vous avez raison de souligner que nous devons aussi travailler sur les aidants proches. Nous sommes en bonne collaboration, évidemment, en lien étroit avec UNIA qui collecte des données liées avec nous et pour nous des discriminations. Et voilà, ça clôture, me semble-t-il, les éléments que je pouvais répondre à vos questions précises. Je regarde encore mes notes le temps que mes autres collègues répondent et si j'ai encore quelque chose et s'il reste du temps, je reviendrai vers vous. Parfait, merci beaucoup. N'hésitez pas à regarder vos notes. Je vais passer la parole entre-temps à Madame Benamou et à Monsieur Claire Failly par rapport aux questions qu'ils ont eues des députés. Et puis, je reviendrai vers vous pour voir s'il y a encore des choses à rajouter. Madame Benamou, peut-être d'abord, je vous passe la parole. Madame Benamou, je ne vous entends pas. Voilà, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Tout d'abord, une question qui m'a été posée par Barbara Rodriguez, je pense, au sujet de la communication et la coordination au niveau de nos compétences. Donc, au niveau des circulaires, le service de la cohésion sociale COCOF a adressé aux coordinations locales de cohésion sociale une première circulaire le 12 mars portant sur les recommandations aux services ambulatoires agréés et subventionnés par la COCOF et phare. Le 31 mars, le numéro vert pour les urgences sociales a été communiqué aux associations. Et enfin, une circulaire relative au fonds Covid a été envoyée en ce jour, toujours aux coordinations locales de cohésion sociale. Par ailleurs, le service de cohésion sociale de la COCOF est en contact permanent avec les associations de terrain afin de répondre à leurs questions
et interrogations notamment sur la question de la remise des rapports et des justificatifs en cette période particulière. Et enfin, mon cabinet a eu l'occasion d'adresser un message aux coordinations locales en vue de les informer de la mesure du forfait de 1 000 €. La coordination à nouveau entre les différents niveaux de pouvoir, c'était également une question posée par Barbara de Rodriguez, si je ne me trompe pas. Donc ici, il est nécessaire de rappeler que chaque entité prend les mesures les plus appropriées en fonction de ses compétences, mais il nous revient de veiller aux meilleures articulations possibles entre ces mesures. Et à ce titre, j'ai demandé que l'administratrice générale de la COCOF prenne les contacts utiles avec la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de vérifier comment les mesures adoptées en fédération pourraient avoir un impact sur le secteur de la cohésion. On a évoqué, et ça c'est M. Vossard, je pense, les discriminations liées pour le personnel soignant. Donc là, je mets ma casquette de secrétaire d'État en égalité des chances. Je sais que la ministre-présidente l'a aussi évoqué. Donc effectivement, plusieurs faits de discrimination à l'encontre de professionnels de la santé ont été rapportés auprès d'UNIA. Un courrier a été rappelé par UNIA, rappelant que ces faits étaient susceptibles de poursuites pénales. Je me suis jointe publiquement à cette déclaration. Comme vous le savez, de tels actes sont moralement scandaleux, mais également punissables selon la législation bruxelloise. Et il faut savoir que les auteurs peuvent faire l'objet d'une amende administrative pouvant atteindre 6 200 €. Devant la justice, les victimes de discrimination au logement pourraient obtenir jusqu'à 1 300 € d'indemnité forfaitaire. Mais comme il y a eu, là je mets ma casquette de secrétaire d'État, mais comme il y a un peu confusion au niveau des violences intrafamiliales, la CIM, les discriminations liées au personnel soignant, je trouve qu'il était aussi important de répondre, même si je ne suis pas compétente en la matière en COCOF, mais comme on agit en région Bruxelles-Capitale, il est important pour moi de répondre. Ensuite, au niveau des réponses que je peux donner pour le ministre Vervoort, à la question posée par M. Van Guatsenhoven en ce qui concerne la distribution du matériel, ce n'est pas la COCOF qui gère seule la distribution du matériel, ça passe par la task force bruxelloise qui suit elle-même les priorités du groupe d'experts. Réponse pour M. Weitzman, en ce qui concerne le handicap et la grande dépendance, il n'y a pas de confusion. Les centres d'hébergement sont encore ouverts et 23 centres de jour sur 33 sont encore ouverts. Les centres de jour qui ont fermé ont poursuivi un contact téléphonique ou électronique avec les familles. Le centre d'hébergement d'urgence ouvrira quant à lui dès que seront arrivés les 35 tests de dépistage nécessaires. Réponse à M. Icasban. Non, nous n'avons pas encore de précision quant au moment de l'arrivage des tests pour la mise en place du centre d'hébergement de crise pour personnes en situation de handicap et de grande dépendance, mais nous gardons un contact tenu avec le cabinet Marron et le groupe d'experts fédéral pour les recevoir au plus vite. Quant à votre question sur l'accueil spécialisé à l'hôpital pour personnes autistes, là je n'ai pas pour l'instant de réponse à vous apporter. Réponse pour M. Moussine. En ce qui concerne la généralisation des tests et les aidants proches, les tests des dépistages nous arriveront du fédéral. Nous les attendons sans connaître encore les délais. Pour ce qui concerne les aidants proches, comme dit précédemment, tous les centres, qu'ils soient fermés ou ouverts, offrent leurs aides aux parents par téléphone ou mail, mais le ministre-président est tout à fait conscient de la situation difficile des familles. Réponse à apporter à Madame Koplowicz. Donc, vous avez posé en fait les mêmes questions. Je pense avoir aussi répondu à celle-ci. Monsieur Vossard, j'ai répondu aussi à vos questions sur la discrimination au logement. Vous avez posé une question sur la ligne téléphonique. C'est la ministre-présidente qui a répondu au sujet des violences intrafamiliales. Vous avez demandé également quels étaient les exemples que les zones de police, enfin plutôt les mesures mises en place par les zones de police pour venir en aide aux femmes qui sont victimes de violences conjugales. Il faut savoir que la zone de Paul Bru a mis en place un chat de police
qui permet d'entrer en contact avec les services de police sur la question spécifique des violences intrafamiliales. Il y a aussi le service d'assistance aux victimes des zones de police qui sont en contact avec les personnes qui ont déposé plainte au commissariat ces 3 derniers mois pour des violences intrafamiliales, et ce, afin de s'enquérir de l'évolution de leur situation avec le confinement. Et ça, c'est à la demande de Rudy Verwoerd avec sa casquette de ministre-président à la région. Donc, cette prise de contact proactive est étendue à l'ensemble des zones de police de la région. J'essaie de répondre à tout le monde. Hein. À nouveau, une réponse pour Barbara de Radiguez. Ici, nous n'avons pas encore défini les modalités d'octroi des moyens. Pour rappel, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est compétente et c'est de sa part que le secteur attend un soutien pour ses employeurs. La COCOF a environ 700 000 €, là où la Fédération Wallonie-Bruxelles a plus de 8 millions. Ça n'a évidemment pas le même impact. Donc, de notre côté, au niveau de la COCOF, nous soutenons des projets et des structures. Le fonds a été dégagé pour compenser les recettes perdues par les ASBL afin qu'elles puissent maintenir leurs obligations au niveau des frais fixes et évidemment des rémunérations des travailleurs et prestataires. Monsieur de Beukelard, en ce qui concerne l'arrivage des masques et médecins dans les centres d'hébergement, les masques chirurgicaux pourront continuer d'arriver à la même vitesse. Il est en effet prévu que des médecins interviennent prochainement dans les centres d'hébergement. Pour ce qui concerne le recrutement d'intermédiaires, il s'agit d'un centre de répit qui existe déjà, qui fonctionne en accueillant des personnes en situation de handicap, de grande dépendance de 16 à 35 ans. Vous avez également interrogé le ministre sur l'accueil des enfants. Là, je me permets de vous rappeler que tous les centres d'hébergement sont restés ouverts, de même que 2/3 des centres de jour. Enfin, pour ce qui concerne la mutualisation des ressources humaines, une plateforme bruxelloise donc de volontaires professionnels a été prévue à cet effet dès le début de la crise. Pour répondre aussi à des questions de Madame Kazidi, là je renvoie aussi aux réponses que j'ai apportées à Monsieur Vossard au niveau des initiatives de certaines zones de police qui ont pris certaines mesures pour les violences intrafamiliales. Vous posiez aussi une question sur cette SIM, de connaître son utilité. Là, je remets aussi ma casquette de secrétaire d'État à l'égalité des chances. Donc, normalement, cette question devrait être posée en région. Mais donc, on a décidé de réunir cette SIM pour faire un état des lieux de la situation et des mesures mises en place, donc tant au niveau de la prévention, de la sensibilisation, de la justice, de la protection des victimes et du suivi des acteurs. Donc, il y a près de 12 cabinets qui sont présents à cette CIM, donc le niveau fédéral et toutes les entités fédérées. Il y a à nouveau une prochaine réunion qui sera prévue donc, semaine prochaine, le 17 avril, et on a décidé d'élargir les sujets de cette CIM à la situation économique des femmes, les familles monoparentales, mais aussi l'accès à la santé et à la vie sexuelle et affective. Je pense avoir répondu et j'espère à toutes les questions qui ont été posées. J'ai tenté de faire du mieux que je pouvais parce que je recevais aussi au compte-gouttes les réponses du ministre Verwoerd. Je m'en doute, Madame Benamou. En ce qui concerne la cohésion sociale et le sport, je n'ai pas vraiment eu beaucoup de questions. J'ai juste eu une question sur la coordination et le contact entre les différents niveaux de pouvoir. Voilà, j'ai répondu, mais j'ai essayé de faire au mieux avec les réponses que j'avais pour le ministre Verwoerd. Mais voilà, espérons avoir quand même répondu à tout le monde. Et aussi, je voudrais rappeler quand même que les questions qui sont posées concernent aussi la région, et donc c'est aussi parfois un peu compliqué d'apporter des réponses tout de suite, alors que ce sont des compétences de l'autre côté. Voilà. Bien, Madame Benamou, merci beaucoup. Peut-être, je vois qu'il y a quand même des demandes au niveau du chat, des demandes par rapport à la Villa Indigo, si vous arrivez à avoir cette information, mais peut-être qu'entre-temps, donc c'est pour les compétences de Monsieur Verwoerd. Si vous arrivez à avoir la réponse, je vois qu'il y a je vois la demande, mais je vais d'abord passer la parole à Monsieur Claire Failly pour qu'il puisse répondre aussi aux questions. Oui, merci. J'ai noté deux questions. Une première question, Madame de Radiguez, par rapport à la question de la fracture numérique dans les apprenants et les stagiaires qui sont en stage dans les différentes formations.
Ce problème n'est pas remonté jusqu'à moi, donc je pense que soit les organismes ont pu eux-mêmes, peut-être par des formes de solidarité, trouver des solutions, mais je vais m'en inquiéter. Je vais vérifier s'il y a des solutions qui ont pu être trouvées à cette question et s'il y a des problèmes réels qui se posent. Et deuxièmement, une question de Madame Kazadi, excusez-moi. Nous ne sommes pas le ministère de la coopération au développement, hein, mais je vous confirme que tous les projets que mène la COCOF à l'égard de partenaires étrangers sont sur le principe maintenus, mais suspendus puisqu'il n'y a plus aucun voyage, séminaire, rencontre, tout ça est supprimé, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Et nos partenaires étrangers sont pour l'instant eux aussi pris par les urgences de la crise, tout comme nos services à la COCOF, mais il n'est pas impossible que lorsque nous aurons dépassé les urgences de la crise, nous puissions reprendre sur des bases saines cette coopération et peut-être l'amplifier dans les quelques domaines dans lesquels nous avons des partenariats, notamment en matière de social et de santé, avec des partenaires étrangers. Mais je ne manquerai pas de discuter avec la ministre-présidente, qui est la ministre du Budget, pour voir si nous pouvons aller dans la direction que vous avez indiquée. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Failly. Du coup, je vais quand même passer la parole encore à Madame Trecht pour voir si elle avait d'autres éléments de réponse. Vous aviez dit que vous alliez regarder vos notes pour voir s'il y avait d'autres éléments que vous aviez peut-être pour ajouter. Et peut-être Madame Benamou pour la Villa Indigo. Je vous passe d'abord la parole, Madame Trecht. Extrêmement rapidement, concernant la Villa Indigo, c'est une maison de répit pour enfants malades et familles, donc elle est fermée. Voilà l'information. Sur les travailleurs et travailleuses du sexe, nous sommes en contact avec cette association en ce moment pour identifier et examiner leurs besoins et essayer d'y répondre. Et enfin, je voudrais préciser une réponse que je vous ai faite tout à l'heure à propos du numéro 0800 330 hein, pour les femmes victimes de violences. En fait, l'augmentation il y a une augmentation de 50% des appels, pas d'un tiers, mais de 50%. Et dans ces appels, en plus de la moyenne habituelle, il y a un tiers de nouveaux appels qui viennent de femmes victimes, un tiers de professionnels et un tiers de proches. Voilà pour préciser ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour le reste, prenez bien soin de vous et j'ai également hâte de vous revoir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter encore une dernière chose, sinon, en fait, les 20 minutes, c'est donc. Oui, s'il vous plaît, mais en fait, vous m'entendez? Oui. Il y avait plusieurs questions qui ont été posées par certains parlementaires et j'ai omis d'y répondre au sujet de la Haute École Lucia de Brouckère. Je ne reviens plus sur les noms des députés qui ont posé la question, mais j'ai quand même une réponse à fournir. Vous dire que 15 étudiants ont été identifiés parmi les étudiants bénéficiant d'une aide du service social. Donc, le processus est en cours en vue d'une collaboration avec l'association Circular.Brussels pour la mise à disposition de PC reconditionnés. En ce qui concerne les stages, tous ont été suspendus dans l'enseignement obligatoire, à l'exception de 2 stages en pharmacie à l'Institut Redoute-Pfeffer. Dans l'enseignement de promotion sociale qui concerne un public adulte, la situation est laissée à l'appréciation conjointe des tuteurs, maîtres de stage et stagiaires en fonction du respect des consignes sanitaires. Les situations sont différentes d'une section à l'autre, avec stages terminés avant le début de la crise, des stages arrêtés, des stages encore organisés dans le secteur de la chocolaterie et des biotechnologies. Enfin, à la Haute École, la plupart des stages ont été suspendus, certains étant encore effectués en télétravail. À propos de l'organisation, parce qu'il y avait quand même pas mal de questions de la fin de l'année scolaire, les écoles de la COCOF se conforment aux dispositions annoncées le 7 avril dernier par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec une souplesse effectivement laissée aux établissements dans la manière de les mettre en œuvre. En ce qui concerne l'enseignement obligatoire, des modalités différentes sont prévues en fonction d'une reprise des cours au 20 avril ou au-delà du 30 avril, avec une réflexion à mener sur les nouveaux apprentissages d'ici la fin
pour les élèves du 3e cycle du secondaire et en particulier ceux de dernière année en tenant compte des particularités des différents types d'enseignants. Et pour conclure, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, des discussions sont encore en cours avec la ministre de l'Enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne les délais d'information aux étudiants des dates, contenus et modalités d'examen. Donc, je pense maintenant avoir été totalement complète. Merci beaucoup, Madame Benamou, merci. On va juste alors passer aux répliques des différents groupes. Nous avons besoin qu'un membre du collège puisse rester au parti-là encore. Donc, les répliques, c'est 2 minutes par groupe. Et on va commencer par le groupe MR. Je vous passe la parole, sans M. Van Gotsenhoff ou M. Wetzmann, un de vous deux, comme vous le souhaitez, pour 2 minutes. Évidemment. Moi, je serai très bref et donc, tout d'abord, merci pour cet exercice qui n'est pas simple. J'ai pris bonne note qu'il n'y avait pas pour l'instant de saturation donc, dans les plannings familiaux et donc, néanmoins, je pense que nous devons rester vigilants par rapport à cette question qui manifestement touche toute une série de pays autour de nous et donc, même si les nouvelles sont rassurantes, restons vigilants. Concernant les aidants proches, ils nous ont écrit encore ce matin et donc j'en appelle évidemment au gouvernement pour qu'il soit attentif à cet appel et qu'il planche là-dessus. Je regrette par contre de ne pas avoir eu de réaction par rapport à la question de la maltraitance des personnes âgées. Et puis aussi, évidemment, se pose la question du bon usage du masque parce qu'il ne suffit pas d'avoir des masques, il faut aussi savoir les utiliser. De ce point de vue-là, je crois que la sensibilisation à la santé est un levier qui pourrait être activé au départ de la COCOF. Voilà pour ce qui me concerne. Merci beaucoup. Monsieur Wetzmann, pour 1 minute. Oui, merci Madame la Présidente. Malheureusement, on a été coupé à plusieurs reprises. Le son n'était pas très bon chez moi, donc j'espère que je peux reposer des questions qui ont déjà été. Donc les centres d'hébergement sont ouverts, ça on le sait. La problématique, c'est sur les centres de jour qui posent problème. Donc, quid du soutien évidemment pour les familles. 35 tests, moi je tombe des nues, cette réponse-là. Donc c'est 35 tests qui bloquent l'ouverture d'un centre d'hébergement, ça n'a aucun sens politiquement, cette réponse. Je crois que ces 35 tests, on pourrait les avoir le plus rapidement possible. Deuxièmement, je n'ai pas eu de réponse sur le plan de lutte contre discrimination. Je pense qu'on a des outils pour, à l'instar de d'autres régions, travailler sur une campagne de communication. Pas eu de réponse non plus sur la situation des associations du secteur du soin palliatif qui, à mon sens, est submergé. Et dernièrement aussi, je n'ai pas compris s'il y avait un plan de déconfinement, une stratégie de déconfinement qui devrait accompagner les secteurs d'activité dont on sait que demain, ils vont avoir une surcharge de travail. J'avais illustré par notamment la problématique des maisons médicales. Pardon. Merci beaucoup d'avoir respecté le timing qui est serré. Merci. Pour le... Oui, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui. Allô? Ah, voilà. Désolé, voilà. Voilà, merci. Alors, d'abord, je voudrais... Vous m'entendez? Voilà. Donc, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que je n'ai pas l'impression que vous m'entendez. OK. Alors, d'abord, je voudrais sincèrement féliciter les membres du collège pour leur travail. Un travail qui n'est pas facile. Et au nom de mon groupe, je voudrais remercier sincèrement les membres de vos cabinets et le personnel des administrations qui dépendent de vos compétences. En parlant de la grande dépendance, j'expliquais tout à l'heure qu'il était important d'assurer que toutes les personnes qui pourront prétendre à cet accueil pourront être dépistées au préalable et que le personnel et les hébergés disposeront. S'il est évident qu'il faut protéger l'ensemble des encadrants dans nos structures et nos soignants dans nos homes et nos hôpitaux, il ne faut pas oublier les aidants proches qui font également œuvre d'utilité publique. Et d'ailleurs, je rappelle que ce sont majoritairement des femmes. Enfin, il n'y a pas encore de déconfinement. Mais sachez que nous aurons besoin de l'ensemble des acteurs de terrain et des travailleurs sociaux, des éducateurs, COCOF ou non, qui sont aujourd'hui sur le terrain et qui réalisent un travail précieux pour faire passer les messages et les infos auprès de la population. Pensez à eux et à elles, car ils seront très précieux quand nous serons dans le processus de déconfinement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gazon. Je passe la parole alors à Barbara de Radi.
Oui, mon micro était allumé. Bon, oui, voilà. Donc, je voudrais donc remercier donc, le collège pour toutes les réponses précises qui ont été apportées. Cela nous aide, à nous, les parlementaires, pour pouvoir faire notre travail de liaison. Et à entendre les interventions des unes et des autres, cela nous montre combien la crise du Covid-19 ébranle toute notre société. Elle nous éprouve tous et les personnes les plus fragiles en particulier. Donc, je pense aux personnes porteuses de handicap et à leurs certains proches, aux familles endeuillées, aux femmes qui subissent des violences, aux personnes confinées dans des petits logements et aux personnes en général qui souffrent économiquement, physiquement et psychologiquement. Le collège réagit par des mesures les plus appropriées possibles, mais nous sommes conscients que sur le terrain, dans les organisations et dans les familles, les difficultés restent énormes. Matériel et tests sont un minimum vital que nous attendons dans les organisations de soins, c'est vraiment important. Mais je voudrais juste profiter donc de cette réplique pour remercier encore les travailleuses et les travailleurs et tous les bénévoles qui œuvrent sur le terrain. Leur travail est vraiment incroyable. Et je voudrais aussi avoir une pensée particulière pour le personnel de l'administration de la COCOF. Les secteurs, en tout cas dans les échos qui nous reviennent, sont particulièrement reconnaissants pour leur travail incroyable. Ils se sentent particulièrement soutenus par cette administration et je trouvais que ça valait la peine de le souligner ici. Vraiment, je les remercie et je remercie vraiment à tout le monde, à toutes les personnes sur le terrain, au cabinet, à l'administration encore pour le travail que vous faites. Donc, merci et à bientôt pour une autre séance. Merci beaucoup, Madame de Radiguet. Je vais passer la parole alors au groupe TB, à Madame Koplovitch peut-être, ou Monsieur Wolinski. Madame de Radiguet, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Et je passe la parole à quelqu'un. Oui, à moi. À moi, du coup. Juste oui, une petite chose avant, moi aussi, de vous souhaiter bon courage pour la suite, bien sûr. Je m'étonne aussi un peu de cette histoire de 35 tests. Ça me paraît ridiculement rien du tout. Et je sais que, en tout cas, via le réseau de maisons médicales Médecine pour le Peuple, on a réussi à tester et à avoir, par une filière pas si compliquée, pas mal de tests sérologiques et tout ça. Et je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'au niveau de la COCOF, on n'arrive pas à activer des moyens pour obtenir ça aussi? Donc, je suis vraiment un peu perplexe. À cette un peu paralysie. Voilà, je sais que la situation est hyper compliquée, mais je ne veux pas croire qu'il n'y a pas des solutions qu'on peut encore mettre en place pour accélérer les choses. La situation est vraiment urgente pour ces cas-là. Voilà, c'est tout. Et puis sinon, bah oui, portez-vous tous bien et vivement que ça se termine. Merci beaucoup, Madame Koplovitch. Je passe maintenant la parole à Monsieur Vossard pour le groupe Défi. Monsieur Vossard. On ne vous entend pas, Monsieur Vossard. Vous m'entendez? Voilà, c'est parfait. Vous pouvez prendre la parole. Merci pour les éléments de réponse. Donc, même si les différents membres du collège n'ont pas pu suivre l'ensemble des débats, c'était important d'avoir certaines clarifications. Je pense que là où on a attiré l'attention, nous, députés, c'est aussi notre rôle. Qu'on soit dans l'opposition, dans la majorité, aujourd'hui, nous sommes tous dans le même bateau et on a besoin d'apporter des solutions, comme je le disais au départ. Donc, par rapport aux aidants proches, vous l'avez souligné, Madame la Vice-Présidente, donc c'est important d'avoir des mesures d'accompagnement par rapport justement à ce qu'ils vivent aujourd'hui et ce qu'ils vivront demain. Je pense que d'autres l'ont rappelé, c'est l'après-crise, c'est le déconfinement, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Par ailleurs, c'est aussi important d'avoir une clarification et de ne pas tomber dans une polémique inutile sur la question de ce centre d'hébergement d'urgence, ce centre qui est utile et nécessaire et dont il faut saluer déjà que vous l'avez vous avez pris cette disposition. Maintenant, il faut pouvoir clarifier un peu plus ce qui va se passer avec un délai et vous avez expliqué que la question des tests de dépistage empêchait aujourd'hui d'ouvrir ce centre, mais je pense qu'on a besoin d'avoir alors peut-être plus de moyens et plus de clarification dans ce sens. Et c'est pour ça qu'il y aura vraiment un suivi et je compte
sur l'action de votre collège. C'est indispensable. Ensuite, il y avait, et je l'avais souligné, c'était le phénomène de l'endettement. On sait que cette crise sanitaire a d'autres conséquences au niveau économique et social. Et donc, on sait que les services de médiation de dette vont être fort sollicités, malheureusement. Et je voulais voir si on pouvait garantir un vrai suivi auprès de nos concitoyens qui ont besoin justement, pendant ces temps de crise, d'un accompagnement, d'un relais. Et donc, les services de médiation de dette jouent ce rôle, tout comme on l'a eu ce débat au niveau régional avec cette plateforme 18-19 qui travaille auprès des indépendants. C'est la même chose ici pour nos citoyens qui ont besoin de ce relais. Il n'y en a pas que au service de médiation de dette, mais c'est aussi important de travailler avec eux. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage et on sait que vous mettez toute votre énergie pour trouver des solutions pour l'ensemble de nos concitoyens. Merci beaucoup, M. Vossard. On va passer maintenant la parole au groupe CDH, peut-être M. de Bekeler ou Mme Kazadi. Oui, non, je vais le faire pour les deux. Bon, merci évidemment pour les réponses. On sait que la situation est très difficile pour vous aussi, mais il y a quand même toute une série de réponses que j'ai pas eues, notamment sur la ligne téléphonique qui est aujourd'hui spécifique pour la santé mentale, mais donc on sait que ça ne répond pas aux questions liées au handicap. Et donc, est-ce qu'il y a un élargissement prévu? La Villa Indigo, j'avais bien compris qu'elle était fermée, c'était le sens de mon intervention. Il y a une demande qui est criante là avec des familles qui se retrouvent dans des grandes difficultés, qui n'avaient peut-être pas prévu que les choses dureraient si longtemps. Et donc, certains enfants qui sont retournés en famille avec maintenant une situation qui perdure. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir trouver une solution dans les jours à venir pour offrir un peu de répit à ces familles, à ces aidants proches. Par rapport à la coopération au développement, donc moi je pense que l'épicentre de l'épidémie est en train de bouger évidemment, et donc on va connaître des grandes difficultés quand elle va arriver dans des pays où les systèmes de soins de santé ne sont pas à la même hauteur que les nôtres, et donc je pense qu'on va devoir tous être extrêmement vigilants sur cette question-là, et donc voilà, j'encourage vraiment le collège à y porter aussi son attention maximale. Et puis, oui, j'ai pas entendu de réponse aussi par rapport à l'utilisation du personnel de la COCOF qui serait peut-être affecté à des tâches habituellement et qui aujourd'hui, voilà, par exemple, lié aux écoles, est-ce que ce personnel-là ne peut pas venir en aide dans certains secteurs plus touchés? Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour le travail, mais c'est vrai que je reste quand même sur ma faim sur une série de questions. Merci, Monsieur de Bekeler. Et enfin, Madame Mostrad, pour une réplique. Madame Mostrad. Merci. Je voulais vous remercier pour les réponses par rapport aux violences intrafamiliales et conjugales, par rapport au planning familial et aux personnes prostituées. Et juste très rapidement réitérer ma question par rapport à la prévention pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques et si une aide est prévue pour les personnes âgées qui sont isolées. Et voilà, je voulais vous souhaiter aussi beaucoup de courage pour le travail de tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Alors, c'est vrai qu'il reste des questions. Je pense que le collège a pris note de ces différentes remarques et questions. Je pense qu'ils transmettent, s'ils le souhaitent encore, des informations qu'ils jugeraient. Madame Tract, vous voulez? Non, voilà, pardon. Soit ils vous transmettent encore des informations qu'ils estiment ne pas avoir données lors de cette séance, soit eh bien, on y reviendra de toute façon plus tard. Je voulais juste alors, pour terminer, pour clôturer cette séance, remercier les services évidemment du Parlement francophone bruxellois et de BX1 pour la retransmission de notre. Il est évidemment lundi 20 dans la journée pour voir d'autres types de séances, soit de ce type-là, soit sous une autre forme. Mais voilà, je pense qu'il est important qu'on puisse voir un petit peu les décisions par rapport à la sortie du confinement
voir comment on peut intégrer ça dans notre organisation, sortie ou pas sortie du confinement d'ailleurs, voir comment on intègre ça dans nos travaux et le voir avec alors les membres du bureau élargi. Et donc, vous serez prochainement informés sur la suite. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et aussi que tout se passe bien pour vous, pour votre famille. Également, bon courage à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Soin de vous et évitez les coiffeurs Au maison. revoir tout le monde.